Donc, je suis ravi effectivement de cette conférence pour cette semaine contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Et ravi de cette conférence dans une université qui, comme vous le savez tous, étudiants et personnels, est extrêmement multiculturelle. Sur le site de Villetaneuse, il y a 15 000 étudiants à peu près. Mais il y a aussi le site de Bobigny où il y a à peu près 8 500 étudiants, un petit site à Saint-Denis où il y a aussi encore 2 000 étudiants. Donc une variété de formations, une variété d'étudiants, une variété de provenance. Dans le 93, à part un tout petit site dans le 95, mais j'en parlerai pas, mais dans le 93 principalement. Donc c'est sans doute très important qu'il puisse y avoir justement cette conférence et cette semaine organisée. Et je remercie tous les organisateurs, RIB en particulier, pour cette conférence. Tous les panneaux qui ont été installés ici et à l'entrée. Et j'espère qu'on on devrait pouvoir les réutiliser dans tous les sites de cette université. Merci Pascal. Et je laisse la parole à Rim pour vous présenter. Merci à vous et merci de votre accueil. Donc, merci Monsieur le Président pour ce mot. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Donc, comme l'a indiqué Monsieur le Président, en prenant part à la Semaine nationale d'éducation et d'action contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, notre université réaffirme son attachement à la lutte contre toutes les formes de discrimination ainsi que son attachement au principe de l'égalité. C'est dans le cadre de cette mobilisation que nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Blanchard pour cette conférence autour de l'exposition Portrait de France. Donc Pascal, vous êtes historien, vous êtes chercheur associé au Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation à l'Université de Lausanne, co-directeur du groupe de recherche HAC à Paris, spécialiste en histoire contemporaine et du fait colonial, auteur d'une soixantaine de livres. Je ne pourrais pas les citer tous, mais je vais citer les plus récents. Donc, en 2022, ont été publiés Colonisation et propagande, le pouvoir de l'image, publié par le Cherche Midi. Histoire globale de la France coloniale chez Philippe Ray. Et cette année, en 2023, Histoire mondiale de l'olympisme 1896-2024 chez Atlante. Donc ces ouvrages sont disponibles ici à la bibliothèque universitaire. Ils seront disposés à la table à l'entrée, et ainsi que tous les autres livres de Pascal Blanchard. Vous êtes auteur et ou réalisateur de nombreux documentaires, dont Décolonisation du sang et des larmes pour France 2 en 2020, et commissaire d'une quinzaine d'expositions dans Zoo humain au temps des exhibitions coloniales présentées à l'Africa Museum de Bruxelles, Tervuren, en 2022, et Portrait de France, présenté au Musée de l'Homme en 2021. Et l'exposition Zoo humain a été présentée ici à l'université en 2019 dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme, avec la présence de Pascal Blanchard et de Lilian Thuram. Vous avez présidé la mission pour la présidence de la République française pour le recueil Portrait de France sur l'émigration. Et c'est ce recueil qui a donné lieu à l'exposition du même nom, d'abord dans sa version muséale, et par la suite dans sa version pédagogique. Et c'est cette dernière que nous accueillons donc aujourd'hui à la bibliothèque Edgar Morin, du 17 mars au 14 avril. C'est une exposition itinérante qui a voyagé à travers toute la France et qui continue de voyager. Elle a été notamment présentée à Toulouse et à Reims. Elle a été élaborée par le groupe de recherche HAC en collaboration avec le Musée de l'Homme, avec le soutien de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et de la délégation interministérielle contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Cette exposition est une ode à la diversité, puisque, comme le souligne sa brochure, je cite, « L'histoire de France a pendant longtemps oublié certaines figures venues d'horizons divers et lointains. Cette exposition propose une nouvelle approche, une chronique nationale plus ouverte au monde, à celles et ceux issus des Outre-mer ou des immigrations et venus des quatre coins du monde. » Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier M. Christophe Faucret, président de l'Université Sorbonne Paris-Nord, ainsi que les membres de son cabinet. Je voudrais remercier également M. Daniel Verba, référent laïcité de notre université, le laboratoire de recherche Pléiade qui a financé ce projet, les membres de la cellule recherche, M. Arnaud Sillet, directeur de la BU, qui nous accueille aujourd'hui, M. Stéphane Houdard, responsable d'action culturelle à la bibliothèque universitaire Edgar Morin, pour sa précieuse collaboration pour la préparation de cet événement.
ainsi que tous les services, les personnels, les étudiants et les étudiantes du Master Enedi, que je salue et que je remercie, qui nous ont aidés à la préparation de cet événement. Je tiens également à remercier l'équipe du groupe de recherche HACH pour sa collaboration et son professionnalisme tout au long du processus pour la préparation de cet événement. Donc sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Pascal Blanchard qui répondra aux questions des invités à la fin de sa conférence. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de bien vérifier que vos téléphones portables sont éteints pour le bon déroulement de la conférence. Merci. C'est à vous Pascal. Merci. Alors c'est toujours original de faire une conférence au milieu d'une exposition. Parce que normalement, on ne devrait pas avoir besoin de conférencier si l'exposition est bonne et si elle est bien faite. En fait, l'idée de l'accompagnement et de cette rencontre, c'est d'arriver à expliquer comment, en fait, on travaille l'espace public et on peut travailler une société pour faire évoluer à la fois son regard, mais aussi ses référents historiques. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que l'histoire se structure de manière naturelle. C'est pas vrai. Il ne faut pas croire que des personnages rentrent dans l'histoire de manière naturelle. C'est pas vrai. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu des oppositions pour que certains n'aient pas de place dans l'espace public. Si, il y a eu des oppositions. L'espace public, par définition, c'est de mettre une toute petite partie des individus et qui sont généralement le reflet des situations de domination de chaque époque. Donc ce n'est pas tellement étonnant de constater qu'aujourd'hui, il y a très peu de femmes dans l'espace public, puisque ce sont d'abord des hommes qui ont choisi le nom des gens qui allaient être dans l'espace public. C'est très basique, mais en même temps, c'est très basique, ça veut dire qu'il faut utiliser à un moment cet espace public pour ce qu'il est, le meilleur reflet de nos récits. Et donc, il faut tendre vers ce que ce reflet soit le meilleur. Et ça ne peut pas se faire juste en attendant que le temps passe. C'est pas vrai. Avant nous, des gens ont œuvré pour que certains soldats, par exemple, maréchaux de Napoléon, ou d'autres, des militaires, pendant très longtemps, l'espace public a rendu compte des épopées militaires en mettant des noms, soit dans les stations de métro d'ailleurs, soit dans le nom des bâtiments, soit dans les frontispices des écoles, et donc, ou donner des noms à des écoles. Et donc, ça veut dire qu'être dans l'espace public, c'est tenir un dialogue avec l'histoire. Et de dire, attention, cet espace public aujourd'hui est en décalage sur un certain nombre de sujets. Alors, il l'est déjà sur des sujets basiques, je viens de le dire, sur la place des femmes, parce qu'aujourd'hui, même si les chiffres sont très compliqués d'une manière précise, on estime que 4% des noms dans l'espace public. Alors, l'espace public, ce n'est pas que les noms de rue. L'espace public, ça peut être des noms de bâtiments, de stations de tramway, noms d'un quartier. Et vous le savez comme moi qu'il peut y avoir des noms qui n'ont rien à voir avec des personnages de l'histoire. Hein. Le quartier Marguerite, c'est juste parce que les promoteurs n'avaient pas beaucoup d'imagination quand ils ont décidé de l'appeler quartier Marguerite ou des Joliettes. Donc il y a beaucoup de lieux qui n'ont aucun rapport avec l'histoire. Mais à partir du moment où on choisit de donner un nom d'une personnalité ou un nom d'un événement, ce qui peut arriver pour une bataille, ou de choisir de mettre sur le frontispice d'une école, par exemple, ou d'un bâtiment public, des personnages, soit de donner le nom du bâtiment, soit de mettre des personnages en exergue, et vous le voyez notamment très souvent devant des écoles, des établissements scolaires, ceci renvoie à toute une réflexion d'hommage. L'espace public, c'est l'hommage de la nation. Et cet hommage de la nation, il fonctionne à travers des codes extrêmement compliqués. Les gens pensent très souvent que c'est l'État qui décide sur les noms dans les rues et les bâtiments. C'est extrêmement rare que l'État ait cette prérogative. Sur très peu de bâtiments, l'État a cette prérogative. On va dire, dans la plupart des cas, ce sont les mairies, donc les maires avec les conseils municipaux, qui ont la prise de décision pour choisir soit de nommer un lieu, soit de changer le nom d'un lieu, donc de débaptiser ou de renommer. C'est important à dire, ça veut dire que l'État peut être incitateur, mais ne peut pas être celui qui porte une politique publique dans l'espace public, ce qui est déjà très paradoxal. Mais en même temps, ce qui est assez démocratique, de considérer que c'est les gens élus sur un territoire qui décident de qui dans leur territoire doit être reflété. Ça veut donc dire aussi que ce qu'est l'espace public n'est pas forcément qu'un discours unique qui descend de l'État et qui s'imposerait sur les territoires. En fonction des élus que vous avez sur les territoires, et on en parlait tout à l'heure dans des villes gagnées par exemple par le Rassemblement national, puisqu'il va y avoir un hommage rendu à Pierre Sergent, un des responsables condamnés de l'OAS à Perpignan par Alliot, membre du Rassemblement national lui-même, qui va en faire à travers cet hommage solennel qu'il rend à ce personnage ancien terroriste de l'OAS. C'est un choix qui est opéré parce que l'élu a le pouvoir et le droit de le faire. Bien sûr, en accord avec son conseil municipal, avec concertation ou non des gens sur les territoires. Quand vous vous dites ça, vous comprenez déjà qu'il y a un mécanisme compliqué. Puis en plus, la France est encore plus compliquée que ça. Vous devez le savoir ou pas. Moi, personnellement, je ne le savais pas quand j'ai commencé ce travail. En France, il y a plus de voies privées que de voies publiques. Alors, c'est quoi des voies privées? C'est entre 3-4 pavillons, un chemin. Et ce chemin, ce n'est pas l'État ni la municipalité qui donne le nom de ce chemin.
Si les gens décident de l'appeler chemin numéro 8, il s'appellera chemin numéro 8. Et le maire n'a rien à dire, puisque ce chemin ne dépend pas de la collectivité, mais dépend des gens en fait, qui habitent là et qui sont en gros copropriétaires du chemin. Ce qui veut dire que vous avez aussi beaucoup d'individus à titre personnel qui peuvent nommer dans ce pays, comme dans d'autres d'ailleurs, mais surtout dans ce pays, des voies, des chemins et des allées. Vous allez me dire, ok, est-ce que c'est si important que ça, l'espace public? Est-ce que c'est si important que ça de regarder les noms qui sont dedans? Vous écrivez beaucoup moins de lettres à vos grands-mères que moi je devais en écrire. Même écrire une lettre va devenir extrêmement rare pour chacun d'entre vous, notamment à la main. Il y a une époque où le nom d'une rue comptait. Comptait parce qu'on les écrivait sur des cartes postales et des lettres pour écrire aux gens. Mais vous vous promenez encore dans l'espace public. Vous avez rendez-vous dans l'espace public. Vous allez faire du sport dans l'espace public. Vous rentrez dans une salle de classe, d'un bâtiment public. Vous continuez à prendre votre portable pour aller vous promener et vous passez dans telle ou telle rue. Vous ne vous posez pas forcément la question du nom de telle ou telle personne, sauf quand, d'un seul coup, ce nom vous interpelle. Sauf quand vous emmenez vos enfants à l'école et qu'un de vos enfants vous dit « Hé, papa, c'était qui, lui ?» Et là, vous êtes obligé de reprendre ça pour aller gratter l'histoire, pour savoir qui était celui. Ça veut dire que l'espace public fabrique beaucoup plus de réflexion sur le reflet qu'une société se donne de son histoire que l'école. C'est peut-être triste à dire, mais c'est comme ça. Que l'université, que la télévision, que les médias et même que les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dans l'espace public, chacun est libre ou non de s'attacher au nom qu'il voit, de s'en emparer, de considérer qu'il lui parle. Il est évident que, en fonction de votre histoire, de l'histoire de vos parents et de vos grands-parents, vous allez être sensible à certains noms. Et quand on interroge les gens aujourd'hui et qu'on leur demande « Trouvez-vous que l'espace public est un bon reflet de votre histoire personnelle ou de pans de l'histoire de France que vous trouvez présent ou peu présent ?» La plupart des gens qui sont issus, par exemple, du récit migratoire ou qui sont issus des mondes ultramarins vont considérer que l'espace public, dans sa globalité, sans forcément le formaliser de manière extrêmement précise, est très peu représentatif de ces héros. Et en même temps, qu'il y a des héros dans l'espace public qui posent question. Alors, je ne vais pas vous refaire ce qui s'est passé aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne et dans à peu près une cinquantaine de pays dans le monde. Pourquoi aujourd'hui on va déboulonner des statues? Mais si on déboulonne des statues, c'est que même des statues qui paraissent insignifiantes font encore sens. C'est-à-dire qu'elles continuent à tenir discours. Elle continue à faire dialogue dans le présent. Si vous avez une statue de Bugeaud qui a été le conquérant d'Algérie ou un établissement scolaire, ce qui vient d'être débaptisé d'ailleurs à Marseille par le maire de Marseille-Payan il y a très peu de temps, bah, cette école, elle fait question. Quand vous emmenez vos enfants dans une école, dans une rue déjà, puis dans une école qui s'appelle Bugeaud, surtout à Marseille, c'est quand même assez paradoxal quand vous vous rendez compte qui était Bugeaud, à la fois un des militaires conquérants, violents, ultra-violents et brutals de la conquête de l'Algérie, mais aussi quelqu'un qui a réprimé les grandes mouvement ouvrier en France. Donc, doit-on rendre hommage, en fait, à ce que certains considèrent comme un criminel? Faisons simple. C'est tout un débat. C'est un débat et on voit bien que si aujourd'hui la jeune génération, car c'est elle qui, en termes de militance, par exemple aux États-Unis, mais pas seulement dans les Antilles aussi, mais pas seulement en Europe, un peu partout, déboulonne des statues, ça veut bien dire que l'espace public tient encore un dialogue avec nos identités. Et que ce n'est pas un sujet neutre. Voilà, en gros, ça, c'est quand on pose la question quand on est un intellectuel. Et puis quand on se penche sur les chiffres et qu'on essaye de gratter un peu avec une définition extrêmement complexe, en gros, de personnes non nées dans l'Hexagone, ça évite d'avoir des tas de débats sur la Corse et sur les Outre-mer, non nées en Hexagone, qui seraient présents dans des plaques de rue ou des bâtiments publics en France, ça représente quoi aujourd'hui? Et lié à l'histoire de France. Donc je refais le cercle pour qu'on le voit bien. Pas nés dans l'Hexagone, ou les parents pas nés dans l'Hexagone, en gros venus d'un ailleurs, cet ailleurs pouvant donc être ultramarin, pouvant être aussi pieds noirs, pour ceux qui sont rentrés d'Algérie. Puisqu'on prend la carte de l'Hexagone, ça permet de ne pas rentrer dans un statut. Sinon, Madame Rémiti, que vous voyez là, qui est l'une des plus grandes chanteuses maghrébines, qui n'a jamais été de nationalité française, encore que si on regarde toute son histoire, vu sa date de naissance, c'est un peu plus compliqué, ne serait pas dans le patrimoine culturel français, si ça n'avait que la citoyenneté. Et dans ce cas-là, vous retiriez Picasso de notre histoire, puisque Picasso n'a jamais été français, puisqu'on lui a refusé 3 fois sa nationalité française. Donc c'est plus compliqué être français. C'est plus compliqué que faire partie du récit national français. C'est bien plus compliqué que simplement de savoir où on est né. En fin de compte, c'est un rapport à l'ailleurs et au territoire. Et si on regarde ça, bon, en gros, 2% des gens, sur ces plaques de rue, au sens large, ont un rapport avec cet ailleurs. Donc on pourrait qualifier d'étrangers ou d'ultramarins ou de coloniaux en fonction des époques. Ce qui est extrêmement peu, vous en conviendrez, pour un pays dont on estime aujourd'hui que plus d'un tiers des personnes ont au moins un grand-père et une grand-mère étrangère. Et on considère que
Aujourd'hui, 39% des jeunes en France de moins de 25 ans ont au moins un lien avec l'histoire de l'Algérie. Donc le 2% d'un seul coup résonne comme un léger silence sur le récit. Et puis, j'aime bien quand j'interroge, et notamment j'étais chez un maire il y a peu de temps qui est devenu ministre entre-temps et qui est le maire de Clichy-sous-Bois, et je pitchais en disant comment ont fonctionné les mairies depuis une vingtaine d'années, comme la sienne d'ailleurs, quand ils veulent parler, entre guillemets, de diversité. Alors la solution la plus simple, plutôt que de faire un débat pendant des heures avec un conseil municipal pour savoir qui choisir, et je trouve que c'est très intéressant à analyser, c'est OK, on va faire un pont Martin Luther King. On va faire une école Nelson Mandela et on va faire un square Rosa Parks. Et le problème est réglé. Et ça pose pas de problème, puisque comme ils ne sont pas partis de l'histoire de France et que c'est des héros intouchables, personne ne peut être contre Mandela. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est contre Mandela, vous? C'est pas possible. Donc ça donne le sentiment d'avoir réglé le problème de la diversité, d'avoir parlé à tout le monde, d'avoir été totalement dans l'humanité, et en plus d'avoir nommé une rue ou un quartier ou un square, et tout le monde devrait être content. Sauf que vous n'avez, sur le fond, à part rendu hommage à une grande personnalité de l'histoire du monde, on est tous d'accord, vous n'avez en rien construit quelque chose qui a un rapport avec l'histoire de France. Parce que là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Comment, dans le récit national, des gens qui ont contribué au récit national, et derrière moi, vous en voyez quelques-uns, quand je prends Aznavour dans le domaine de la culture, quand je pense François Giroud dans le domaine des lettres, quand je prends là-bas le plus grand chanteur kabyle de l'immigration, Slimane Hazem, je le disais tout à l'heure avec une pointe d'humour, qui vendait plus d'albums que Dalida à l'époque des Yéyés. C'est bien, ça ramène toujours un peu au voir les qui a fait que le scopitone dans les bistrots français, et notamment les bistrots arabes, a à peu près duré encore 50 vies. Les scopitones, c'était l'ancêtre des clips que vous voyez à la télévision. C'était dans les années 70, c'était des petites images qu'on voyait où on écoutait de la musique arabe qui rappelait le voyage de l'immigration. Slimane Hazem fait partie du patrimoine français. Sauf que des places Slimane Hazem, il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc des gens liés à l'histoire de France, liés, comme Aimé Césaire, à l'histoire coloniale et à l'histoire ultramarine, et aussi à l'histoire de France, élus de la République. Comment tous ces personnages-là, qui donc nous tiennent un récit sur la France, peuvent rentrer dans l'espace public? Alors là, on se heurte à quelque chose, et c'est là où le débat est devenu intéressant, parce qu'à un moment, cette question, elle m'a été posée à la fois par une ministre de la République, qui s'appelle Nadia Hay, qui était ministre de la politique de la ville, et par le président de la République, qui était Emmanuel Macron. C'est comment on fait? Je lui dis, il y a un triple problème. Le premier problème, c'est qu'il faut prendre conscience de comment ça se passe dans un conseil municipal, sur un territoire ou pour un maire. C'est-à-dire la méthode. Comment on fait? C'est facile de dire il faut faire, mais derrière, vous le savez comme moi, que débaptiser une rue, vous êtes à peu près tranquille que la moitié des gens qui habitent dans la rue ne sont pas d'accord. Vous êtes certain que quand vous donnez un nom, il y a une polymorphie. Si on prenait des petits papiers, il n'est pas évident qu'on soit tous d'accord sur le nom d'une personne qu'on choisirait. Donc déjà, le comment faire est important. Deuxièmement, il y a qu'est-ce qui est légitime? Est-ce que le maire, l'élu, le conseil municipal est un historien ou une historienne? Est-ce qu'il a la compétence et le temps pour arriver à suffisamment réfléchir au spectre potentiel de noms qui pourraient, dans sa ville, être mis en scène? Et sur quelle base il va choisir? Et est-ce qu'il offre un choix suffisamment large et œcuménique pour que chacun puisse s'en emparer et ne pas faire, à travers une plaque de rue qu'il va choisir, parce qu'ils sont deux liés à l'histoire de l'Algérie, un nom algérien, alors que la diversité et la polymorphie d'une ville va peut-être représenter 30, 40, 50, 70 nationalités d'origine des grands-parents ou des parents des gens de la ville? C'est complexe, ça veut dire qu'il faut une polymorphie de choix. Et qu'il faut le proposer, ce choix. Et que ce choix doit être légitime. En gros, dans la République, un choix légitime, c'est assez simple. C'est un truc où il y a la Marianne dessus. Ça tient à peu près à ça. Mais c'est énorme. Slimane Hazem était connu de tout le monde. Si je discute avec mes potes de Zebda à Toulouse et que je parle de Slimane Hazem, ils ont repris plein de ses chansons dans les albums. Eux, ils le connaissent. Mais il y a peut-être plein de gens ici qui n'ont jamais entendu parler de Slimane Hazem. Donc ça veut dire que le fait qu'il rentre dans quelque chose d'officiel, d'institutionnel, qu'on soit d'accord ou pas, lui change sa nature, sa personnalité. Et puis, la troisième chose que j'expliquais au président, c'est que ce choix ne peut pas être un choix, quelque part, qu'impose l'État, puisque c'est les élus qui choisissent. Donc ce n'est pas l'État qui va dire qui est légitime. S'il le dit, il est en antinomie avec la manière même dont fonctionne un conseil municipal et dont fonctionnent les administrés. C'est comme si vous, votre président d'université, choisissait de nommer des salles ici de cours sans vous demander votre avis. À un moment, vous pourriez trouver qu'un nom est peut-être un peu illégitime et vous auriez envie d'être partie prenante, de savoir qui. Et vous verrez qu'entre vous, ce n'est pas forcément facile de vous mettre d'accord. C'est ça la démocratie. Et donc, je continue à expliquer au président de la République et à la ministre Nadia Hay qu'il faut créer une matrice qui est la plus indépendante possible. Et après avoir dit ça, ils nous ont dit, allez-y. Comment on fait? Donc là, on était très embêtés, parce que le comment on fait dans ces cas-là, généralement, le pouvoir politique vous donne peu de temps, peu de moyens et beaucoup d'obligations.
ce qui est à peu près le mécanisme de l'État, quand vous devez arriver à mettre en place quelque chose. En gros, on a eu 5 mois, 6 mois, en plein Covid, pour réfléchir à ça. Et la première chose que j'ai dit, c'est aucun ministère doit être partie prenante du choix des noms qui vont être posés. Et donc, la meilleure manière d'être indépendant, vous nommez une équipe, un conseil scientifique de gens totalement indépendants. Ils peuvent représenter des institutions, il y avait des gens de musées, ils peuvent représenter des grands organismes publics, il y avait des gens de l'ONAC, l'organisme des anciens combattants, il y a des artistes, indispensables dedans pour avoir une vision ouverte du monde, il y a des grands romanciers ou romanciers comme Leila Slimani, il y a des gens qui viennent du monde universitaire, des sociologues, il y a des grands spécialistes de l'islam comme Rachid Benzine, et on a réuni ces 18 personnes et on est parti sur un mécanisme qui était simple, c'est d'abord de rassembler ce qui faisait le patrimoine de ces récits, en gros, sur les 40e dernières années, d'ouvrages, d'articles, de films, de BD, de textes, de nos réseaux respectifs. On est arrivé à peu près à 3500 noms. 3500 noms dont chacun d'entre nous était capable de dire « Ah non, elle, là, c'est génial dans le récit. Ah, lui, il est top. » Et ce panel de 18 personnes amenait déjà un travail. Et puis d'autres qui se sont rajoutés, on en a glané à droite à gauche. Et puis à un moment, ces 18 personnes se sont réunies et ont commencé à parler et à se poser une question. Et puis comme à un moment, il faut choisir une ligne, on s'est dit, il faut que 90% des gens disent lui ou elle, oui. 90%, je peux vous dire, ça écrème très très vite. Ça veut dire sur 18, il faut que 16 soient d'accord. C'est simple. Donc 16 personnes d'accord sur 18 sur un nom. Par définition, chacun devait faire son ambassadeur. Quand j'ai dû défendre j'ai pas eu beaucoup besoin de défendre Aimé Césaire. Quand j'ai eu besoin d'expliquer, ou c'est pas moi qui l'ai expliqué, c'est Salam Oklam démotivé, quand il a expliqué Remiti, en 2 minutes, il devait faire. On n'avait que 3500 pitchs à faire. Hein. En 2 minutes, son pitch devait être à la hauteur de ce qu'allaient pouvoir produire ensuite des chercheurs et des historiens pour écrire sa vie. Donc ce travail a permis de commencer à arriver sur 400-500 noms. Juste pour vous faire rire, de manière très utopique, nous pensions que nous avions aussi la liberté, puisqu'en France, 12% des noms de rues ne sont pas des morts, mais aussi des vivants. Il y a une avenue Michel Sardou en France. C'est comme ça la vie. Et c'est la liberté, la démocratie. Ils ont voté dans un conseil municipal. Nous, on avait aussi proposé des noms de vivants. Et c'est là qu'on a eu une très grande leçon par l'équipe présidentielle et président de la République, qui nous a expliqué, M. Blanchard, vous êtes gentil, mais le seul en France qui désigne des vivants avec la Légion d'honneur, c'est moi, c'est le président de la République, c'est pas vous. Donc ça, les vivants, c'est non. Et il m'a expliqué la démarche. Alors, il dit, on peut pas aujourd'hui, la République ne peut pas s'engager sur un vivant qui deviendra un nom de rue, puisqu'on ne connaît pas la fin de vie d'un individu et ce qu'il peut faire dans ce reste de sa vie. Et la République, si elle prenait le risque d'un vivant qui puisse recommander pour un maire pour être mis dans une ville, pourrait être considéré comme ayant pris un risque dessus. Donc, si vous voulez éviter de prendre des risques, M. Blanchard, je vous donne 2 conseils. Prenez que des morts et en plus, vérifiez fondamentalement leur parcours juridique. Ce qui est déjà quelque chose de fascinant parce que, par définition, dans chaque personnage, il y a ce qu'on en sait et ce qu'on en découvre. Et la manière dont on l'a découvert, on a rassemblé 40 spécialistes et chercheurs qui se sont mis à écrire sur à peu près 500 biographies, comment résumer leur vie à travers les archives qu'on avait et leur parcours. Et là, on a revoté. Et souvent, il y a eu des cas de figure de personnalités qu'on pensait connaître, et quand on regardait leur vie, c'était un peu plus compliqué. Je vous donne un exemple très simple. Qui ici a déjà entendu parler du premier prix Goncourt noir en France? René Maran. Waouh. 2. Il va falloir... Bien, allez, bravo. Vous l'avez lu? Non, allez le lire quand même, c'est fondamental. Une des premières critiques sur l'histoire coloniale, écrite par un ancien fonctionnaire des colonies, d'origine guyanaise, qui, en 21, va avoir le prix Goncourt. Donc un siècle avant Sarre, qui vient d'avoir le dernier prix, enfin l'avant-dernier prix Goncourt. Donc c'est très symbolique à l'époque, ça fait beaucoup de bruit dans la société française. Un homme noir qui critique le système colonial et ce qu'il produit. C'est un livre à lire dans nos cultures générales. Et on fait... Ce livre s'appelle Batouala. Et on met René Maran dans la liste, tout le monde super emballé, 100% des voix, on sort la bio et on découvre que René Maran a aussi été chroniqueur à la fin de sa vie dans des journaux d'extrême droite, comme Je suis partout, Gringoire ou Candide. Et là, le débat existe entre nous. Avons-nous le droit d'exclure René Maran pour la fin de sa carrière? Il a même demandé une préface au maréchal Pétain pour son livre Mbala l'éléphant en 1941. Et là, on discute de ça. Et on ne discute pas de ça d'une manière juste enfin, on dit, est-ce on a envie de recommander quelqu'un qui a un parcours compliqué? La décision a été de dire oui, mais de l'écrire. C'est-à-dire que l'élu qui devra en territoire
choisir ou non ce nom, doit avoir dans la fiche biographique qui est proposée et dans les indications bibliographiques le maximum d'informations pour pouvoir transmettre ce savoir à ses condisciples dans le conseil municipal, pour pouvoir faire comme nous, en fait, discuter. Ceci a fait naître en quelques mois un objet avec 300, alors il devait y avoir 400 noms, mais comme il y avait 82 vivants, on se les a fait enlever. Voilà pourquoi on arrive à 318 noms. Ne nous demandez pas pourquoi, c'est le hasard de l'histoire qui fait qu'on termine à 318 noms dans ce recueil et qu'on a amené au président de la République et à la ministre, Nadia Hay, et on a dit voilà. Donc c'est bien parce qu'il y a eu tout de suite des polémiques sur des noms qui étaient dedans. Le Figaro, je crois, a dû écrire, un des premiers articles, c'est ils veulent écrire les noms de rue en arabe, ce qui était une manière très très directe de transcrire le travail qu'on avait fait. Les polémiques sont nées sur certains noms, puisqu'on avait par exemple dedans Fanon, y compris à l'Élysée, ça a un peu tiqué. Il y avait Messali Hadj. Tout le monde sait qui est Messali Hadj, un des grands leaders de la cause de la libération algérienne, qui vivait en France dans les années 30, qui a épousé une Française, qui par définition, au nom de l'Empire colonial français, était donc français à l'époque, même si après il est devenu un des grands leaders de la cause nationale algérienne, il était dans le recueil. Donc ça a un peu tiqué pour certains, puis il y en avait d'autres qui ont fait tiquer, d'autres pas du tout. Puis il y avait des débats qui étaient en cours. Joséphine Baker n'était pas encore rentrée au Panthéon, Gisèle Halimi, que vous voyez là-bas, était en plein débat pour y rentrer, Manoukian, qui va certainement y rentrer l'année prochaine. Non. Et puis, il y a eu des personnages qui ont peut-être étonné. Vous verrez là-bas un militaire, quoi. Vous voyez d'ici, Barak Delini. Barak Delini est un jeune Français issu de la 3e génération, issu des immigrations, qui est mort en Afghanistan il y a peu de temps, comme d'autres. Et donc, on a choisi aussi d'avoir des profils qui est très différent. Quand dans les mêmes équipes, vous avez des gens qui proposent Aznavour, des gens qui proposent, des gens qui vont proposer Douy l'aviateur ou des gens qui proposent Remiti. C'est ça qui fabrique une France dans toute sa diversité. Ce recueil est sorti. J'ai dû recevoir dans les 2 heures à peu près 400 mails de Mahorais et de gens de Mayotte qui m'ont dit c'est un scandale qu'il n'y ait pas de Mahorais dans le recueil. Et nous n'étions pas posé la question comme ça, puisqu'il y a eu des Mahorais, mais qui étaient dans les 3500 premiers. Et qui n'ont pas forcément, parce que nous ne nous étions pas imposés d'avoir une représentativité de la nation au niveau de ces territoires. Je n'ai pas dit il faut une personne du Cantal, une personne de la Haute-Loire, une personne de Mayotte, une personne... Il n'y avait pas de Mahorais. Alors là, je peux vous le dire dans les 2 secondes, il y a 18 Algériens et aucun Mahorais. Et en même temps, c'est là que vous voyez l'impact de ce que je disais tout à l'heure, la Marianne. D'un seul coup, ce simple recueil, qui est le travail le plus banal des historiens, de faire des fiches bibliographiques, quand même le truc qu'on apprend à l'école en première année en histoire, était devenu symbolique, politique, fabriquait un territoire de la mémoire, construisait une forme de légitimité des personnages qui étaient dedans. Des gens m'appelaient incroyable, je descends de telle famille, je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous écrivez la 8e phrase de votre 2e page sur telle... Je dis, oui, mais vous n'êtes pas historien. Okay. Le René Marant, toute la famille Marant m'a appelé. C'était fascinant. De comment il fallait... Parce que d'un seul coup, vous rentrez dans une forme de panthéon, vous devenez le guidebook de la République, vous devenez à un moment la manière dont cette biographie va être ou non reprise par les élus. Ça a été la première étape qui a permis de fabriquer cet élément, d'être présenté au public. Et comme toute chose, l'État vous dit après, bon ben voilà, on a fait le boulot. Sauf que le boulot ne faisait que commencer. Et l'État derrière, je le redis, n'est pas légitime pour aller dans une mairie et dire, vous devriez. S'il le fait, d'abord, il n'a pas le droit. Légalement, ce n'est pas à l'État, au président de la République, aux ordres constitués au ministère, ni au préfet d'ailleurs. Le préfet ne peut faire qu'une seule chose, on en parlait tout à l'heure, c'est interdire un nom de rue pour une atteinte à l'ordre public. C'est la seule chose que le préfet a le droit de faire. Et l'État nomme extrêmement peu de lieux. C'est-à-dire que le maire doit être libre ou non, sans incitation de l'État, direct, d'aller piocher dans ce recueil. Et là, on rentre dans le premier point que je vous parlais tout à l'heure. Comment fonctionne un maire dans un conseil municipal? On lui amenait 3 choses nouvelles. La première, c'était le choix. Il n'a plus 1, 2 ou 3 individus, il en a 318. Et on avait traçabilisé le parcours de ces individus quand ils étaient passés sur des territoires. Oui, il a vécu dans le Cantal. Oui, il a fait ses études à Rennes. Oui, il était à Lille. Oui, il a grandi là. Oui, il est né là en Corse. Oui, il vient de Guadeloupe. Ce qui permettait aussi à chacun de regarder quand il y avait un rapport avec son propre territoire ou sa ville. Et donc les élus avaient ce choix. Et on a mis toutes ces personnes sur le même plan. 1 page. Ils ont tous 1 page. Il n'y a pas un texte qui est plus long que l'autre. Il n'y a pas plus de références bibliographiques pour un que pour autre. Il y a toujours des petits films à aller voir, il y a toujours des articles, il y a toujours des livres. Ce qui fait que le maire avait d'un seul coup, c'était le 2e effet pragmatique de la chose, il suffisait de photocopier une fiche pour la présenter dans un simple dossier à un conseil municipal en disant « et si on choisissait un nom ?» Ça vous paraît d'une banalité absolue, sauf qu'avant, cet outil n'existait pas. Et là, d'un seul coup, autour de la table, les gens ne disent pas que c'est illégitime.
puisqu'un conseil scientifique, de manière libre, a choisi des noms, et que des historiens professionnels, écrivant, ou des sociologues, pardon, écrivant depuis des années sur l'histoire des migrations, l'histoire des Outre-mer, et de toutes les origines, et de tous les âges, et de toutes les générations, et de tous les sexes, avaient travaillé sur ces fiches. Et anonymement. On ne savait pas qui avait écrit une fiche. Et tout avait été relu par tout le monde. Ce qui fait que vous cassiez tous les codes de sous-entendus. Et que vous permettiez à un conseil municipal de se mettre à discuter sur une chose auquel il ne croyait pas. Tiens, dans l'histoire de France, il y a un aviateur vietnamien qui a fait la Première Guerre mondiale et qui a battu les avions allemands. Il s'appelle Do Huy. Je n'ai pas besoin d'aller au fin fond de l'Asie pour trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un dans mon récit national qui peut correspondre. Ah, tiens, il existe une grande chanteuse comme Remiti. Ah, il y a Nakash, ce grand nageur qui venait d'Algérie, juif, qui a été déporté par Vichy, dont toute la famille est morte en camp, qui est emmené par des gendarmes français et qui, en 1946, quand il rentre, choisit encore de nager pour la France et de faire les Jeux Olympiques de 1948. Il y a ces personnages suffisamment vastes pour que personne puisse dire « je ne trouve pas mon Martin Luther King, ma Rosa Parks dans le récit français ». Et sur le temps long, puisque notre point de départ, c'était en gros la Révolution française. Et l'Expo reprend ce parcours de la Révolution française jusqu'à nos jours. Donc ce spectre large permet, et c'est long après, les processus en mairie, il ne faut pas penser que c'est une réunion du conseil municipal et qu'en 2 minutes c'est décidé. Il faut du temps, il faut une réflexion, il y a une sélection sur les noms, on commence à réfléchir sur l'équilibre entre des gens du territoire ou pas. Une des grandes tendances qu'on a constatées là, des grandes villes, pas forcément encore des villes moyennes et des petites villes, mais des grandes villes en tout cas, c'est que maintenant il y a une priorité donnée aux femmes. On le voit, il y a même une surtendance, 60-70% des nouveaux noms de rue, ce qui est une très bonne chose, hein, mais ce qui veut dire aussi que et il faut avoir un rapport au récit historique, qui est toujours très compliqué, c'est qu'à partir du moment où vous prenez une polymorphie des profils, littérature, histoire, histoire militaire, musique, syndicats, militants, j'allais dire hommes politiques, responsables politiques, bah, les hommes politiques au 19e, c'est 100% de la case. Hein. Femmes politiques au 19e, vous n'en avez quand même pas beaucoup. Militantes, oui, mais femmes politiques élues, vous n'en avez aucune. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Sur les 50 dernières années, l'équilibre homme-femme est tout à fait possible à avoir en matière première historique. Il est beaucoup plus compliqué de l'avoir sur le temps long. Ce qui explique pourquoi, en fin de compte, souvent, ce sont les mêmes noms de femmes qui reviennent dans les mairies. Halimi, Joséphine Baker, Françoise Giroud. Vous retrouvez un certain nombre, ou des femmes qui sont battues pour la Révolution française, par exemple, ou pour la Commune. C'est souvent les mêmes noms qui reviennent, alors qu'il y a une plus grande polymorphie pour les hommes. Et puis, ça a fait réfléchir des maires. Beaucoup de plaques existaient sur Marie Curie. Mais il n'y avait jamais le nom de jeune fille de Marie Curie qui est d'origine polonaise. Et puis souvent, il n'y avait pas Marie Curie. Il y avait Pierre et Marie Curie. Elle et son mari. Ce qui, d'accord, n'est pas la même chose déjà. C'est quand même rare qu'on choisisse un homme et tiens, on va l'appeler par le nom de sa... On va mettre sa femme aussi en plaque, puis on va mettre d'abord le nom de sa femme et puis lui après. Non. Marie Curie peut très bien être désignée en tant que femme. Et puis mettre son nom en dessous d'origine polonaise, d'un seul coup, ça change toute la perception de Marie Curie. C'est pas la même chose. Avoir juste Marie Curie, 2 prix Nobel, ou Marie Curie, son nom d'origine polonaise, et de raconter son parcours et de faire une réflexion sur c'est quoi l'intégration par la science d'une femme qui est l'une des premières à accéder, etc., et qui en plus aura 2 Nobel, un de plus que son mari, ce qui n'est pas inutile à rappeler, vous n'êtes pas dans le même récit quand vous parlez sur le territoire. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il faut faire donc une pédagogie quand vous accompagnez le travail qui est fait sur ces plaques, sur ces noms de bâtiments. Et l'exposition, elle contribue aussi à expliquer en territoire que ces gens sont légitimes. Pourquoi ? Parce que dans vos administrés, le travail que nous, on a pu faire en commission, la manière de convaincre les ministères en place et le gouvernement français et la présidence de la République, la manière d'emmener ça chez les élus qui peuvent discuter dans le petit Sénat du conseil municipal, c'est pas pour autant que les gens sont convaincus dans la rue. Ils ne sont pas convaincus dans la rue parce que tout simplement, ils ne connaissent pas ce récit. Qui connaît le récit des gens dont je viens de vous parler pour la plupart? Et encore, je pourrais vous en choisir d'autres, et avec qui vous me direz, mais ok, vous avez donc un travail de pédagogie parce que le travail de reconnaissance ne peut pas être dissocié du travail de connaissance. Et c'est fondamental. Et c'est long. Et il faut œuvrer. Et il faut transmettre. Et il faut raconter. Et c'est là où cette expo, comme ce recueil, a servi à côté des maires à énormément de gens d'aller piocher une légitimité de récit pour faire des bandes dessinées, des livres, des films. Vous allez voir dans peu de jours... pour ceux qui regardent encore la télévision, le film sur Maran, dont je parlais. Ce soir, il y a l'avant-première d'ailleurs à l'Assemblée nationale, on en parlait tout à l'heure. Vous avez vu la semaine dernière le film sur les sœurs Nardal. Je pense que France Télévisions n'aurait peut-être pas validé ce film si le recueil en temps n'était pas sorti, qui rend hommage aux 2 sœurs Nardal, venant des Antilles, premières à arriver en tant qu'antillaises dans les années 20 à la Sorbonne, qui ont été
parmi, dans les cafés littéraires de cette époque, du bouillonnement du Harlem Renaissance français et de la négritude, certainement deux des plus grandes chevilles ouvrières, et d'ailleurs que Senghor et Césaire, derrière moi, ont un peu oublié quand ils ont raconté l'histoire de la négritude. Il n'y avait plus que des hommes et les femmes s'étaient perdues en route. Et les deux sœurs Nardal étaient tout autant légitimes sur ce récit. Très beau documentaire à voir actuellement. Et tout ça amène ce qu'on appelle de la culture. Parce que si vous ne produisez pas du savoir, la culture ne peut pas s'en emparer. Le théâtre, le cinéma, la scène, la peinture, tout ce que vous voulez. Qui vont faire qu'à un moment, dans ce double schéma entre ce que font les politiques sur le territoire et ce que la culture amène, quelles que soient des émissions de radio et autres, va faire que dans la population, vous allez commencer à rendre banales ces personnes. Vous les sortez de l'invisibilité. Elles ont cette estampille de légitimité de la République. Elles commencent à faire débat dans le champ politique et elles commencent à devenir des terreaux sur lesquels peut s'emparer un certain nombre d'acteurs, quel qu'il soit, un prof, qui décide d'aller pousser le travail sur tel ou tel artiste, et faire que même chacun, sur les réseaux sociaux, va commencer à aller découvrir le profil d'une personnalité, d'un personnage et un parcours, qui va aller bien sûr plus loin que la simple fiche que nous on a fait, parce que d'une certaine manière, il rentre dans l'espace public. Et c'est tout cheminement-là qui fait que progressivement, et c'est extrêmement long à partir du moment, en gros, pour vous donner une idée, identifier ces 250 noms de rues et de plaques qu'on a pu identifier depuis que le recueil est sorti. Alors, je veux dire, c'est beaucoup et à la fois, c'est pas beaucoup. Il faut à peu près 1 an et demi dans un conseil municipal pour décider d'un changement ou de donner un nom. C'est à peu près le rythme classique. Débat, concertation citoyenne, débat avec la population, vote dans la commission, validité, décision de l'endroit, financement, pose de la plaque, inauguration. Vous avez compris, 1 an et demi. C'est le rythme en France pour prendre des grandes décisions. Et donc, comme le recueil, on l'a remis il y a à peine 2 ans, on commence à voir évoluer, et là, de plus en plus, les choses. On voit de plus en plus d'objets culturels émerger dans le même temps. On voit de plus en plus aussi de jeunes qui, dans des écoles, par exemple, s'emparent du sujet. Je racontais tout à l'heure qu'à une école à Rennes, toutes les salles de classe ont été changées avec des personnalités du recueil. Et les élèves ont même trouvé qu'on n'avait pas mis assez. Ils en ont choisi une qui n'était pas dans le recueil, en considérant que ce n'était pas normal qu'on l'ait pas retenue. Toutes les salles de cet établissement scolaire, qui a des plus grands lycées de France, 3500 élèves, portent maintenant sur les plaques des noms de rues. Des noms de personnes, pardon. Et donc, vous voyez bien que le cheminement, il avance par ces étapes-là. L'espace public, on ne part pas à sa conquête si on n'a pas respecté à un moment un certain nombre, en fin de compte, on va dire, de codes qui font que quand on va s'opposer à ces noms, les gens qui vont être sur les territoires, parce que ce n'est pas vous l'intellectuel qui est là, ce n'est pas le Premier ministre qui est là, ce n'est pas le Président de la République qui est là, ce n'est pas le ministre qui est là, ce n'est même pas le préfet, c'est l'élu en charge de la mémoire qui va devoir expliquer à tous les gens d'une rue pourquoi il a choisi un moment Slimane Azen. Et si les arguments, si les éléments tangibles, si la capacité d'expliquer n'est pas là, c'est complexe. Alors, il se passe quelque chose dans ces moments-là, qui est souvent les maires me disent « Alors, monsieur Blanchard, on voudrait changer un nom de rue. » On dit « Oh là, ça part mal, votre truc. » Je me dis « Pourquoi ?» Enfin, je vais vous expliquer. Dans la tête des gens, notamment de ceux qui ont peur de perdre leur identité, si vous commencez à prendre un nom pour remplacer par un autre nom, vous faites exactement ce dont ils ont peur. C'est de considérer que la cancel culture devient la seule manière, l'unique manière, de construire le monde de demain. Vous prenez quelqu'un, vous l'effacez par quelqu'un d'autre. Moi, je vous conseille toujours, d'abord, on crée assez de rues. Vous devez avoir 2 noms de rues un peu débiles dans votre ville, de choisir un nom de rue, une place ou une allée qui ne soit pas un remplacement de nom à nom. Je ne remplace pas tel général de l'armée par telle personnalité du recueil. Parce que vous créez quelque part un conflit, comme s'il fallait choisir dans notre histoire des noms. Ça ne veut pas dire que je ne me positionne pas pour savoir s'il ne faut pas réfléchir aux plaques Bugeaud ou aux monuments avec Colbert. Hein. Mais ce n'est pas la même chose. Si vous les mettez en opposition, vous créez une forme de dialogue conflictuel qui ne sert ni l'un ni l'autre, ni la réflexion sur comment devrait devenir notre espace public sur des personnages qui font question demain, et comment on doit faire avec des statues et des noms de rue qui font débat dans le présent. Les Allemands apportent des réponses actuellement. Je vous rappelle qu'en Allemagne, il n'y a plus un seul nom de rue qui porte le nom d'un colonisateur allemand. 0. Ce n'est pas une femme de gauche qui l'a fait, c'est Merkel. Donc, les réflexions sur l'effacement, pour moi, ne se mettent pas au même sens que les réflexions sur l'installation dans l'espace public de nouveaux noms. Je dis toujours donc aux élus, faites du neuf. Ou ne soyez pas dans un rapport de dialectique conflictuelle. Que vous vous posiez la question avec un référendum municipal sur le devenir d'une statue Bugeaud, c'est très bien, c'est un sujet. Mais le fait d'installer dans l'espace public de nouveaux noms, vous devez bien au contraire éviter tout choc, on va dire, au cœur de l'histoire et du récit, parce que dans l'histoire de France, il y a de la place. Celui qui vous dit « Ah, vous voulez remplacer ?» Mais moi, je ne veux rien remplacer. Hein. Je garde les rois de France, je garde Vercingétorix, je garde Jeanne d'Arc, je garde tout le monde, moi. Mon problème, il n'est pas là.
Je ne suis pas en train de dire l'un doit remplacer l'autre. Le sujet n'est pas là. Toutes ces personnes ont participé au récit. Et en tant qu'historien, ce n'est pas mon point de vue de dire qui je préfère. Ils font partie du récit national. Voilà, c'est un état de fait. Donc après, ils sont donc tous légitimes. Après, on peut avoir des préférences. C'est plus mon job, la préférence. Moi, si vous me demandez si j'adore Slimane Azem parce que mes copains de Zebdam l'ont fait écouter pendant des heures, bah oui. Mais parce que c'est mon histoire personnelle. Et si vous me demandez si j'adore cet aviateur d'OUI, j'en suis à la 4e plaque de rue que j'inaugure autour de lui, avec sa famille, oui. J'adore d'OUI, ne me demandez pas pourquoi. Ce petit aviateur d'1,57 m de haut dans un avion français, c'est tellement une histoire incroyable que je trouve son destin fantastique et il mérite d'être raconté. Mais pour autant, mon affect n'a rien à faire avec le travail de territoire qui doit être fait. Parce que très souvent, quand vous êtes dans la confrontation avec les populations, vous devez aussi chercher des personnages. Certes, on ne va pas se leurrer, on est entre nous, même si c'est filmé, on peut le dire, le rapport à la diversité compte. Je ne suis pas idiot. Parce qu'à partir du moment où vous choisissez quelqu'un d'origine vietnamienne, quelqu'un d'origine kabyle, quelqu'un d'origine martiniquaise, ou que vous allez chercher quelqu'un qui n'aurait jamais dû d'ailleurs être français, puisque ses parents passent en France avant de partir pour l'Amérique, et il naît en France. Et voilà comment Aznavour va devenir français. Tous ces gens-là ont un rapport à l'altérité, ont un rapport à la diversité, font symbole, on est tous conscients. Et en même temps, comment quelqu'un comme Aznavour, ou quelqu'un comme Slimane Azem, ou Rémiti, peuvent devenir des symboles universels dans un territoire, et ne pas être, Rémiti pour son cas, que quelqu'un qui va symboliser les Algériens. C'est pas si simple que ça. C'est là où le travail d'accompagnement pédagogique, après tout ce que je vous ai dit, est fondamental. Il est fondamental parce qu'aujourd'hui, on a affaire, puisque c'est cette génération, la vôtre, qui aujourd'hui commence à gratter l'histoire et commence à aller chercher dans l'histoire un rééquilibre des déséquilibres du passé. En gros, comment vos grands-parents ont été considérés par la République, comment vos parents ont été acceptés par la République et comment vous arrivez à vivre dans cette République, pour faire à peu près simple. Vous êtes en train de régler les dettes que la République a avec vos grands-parents, vous êtes en train de régler les dettes que vos parents ont eues, comment ils ont été acceptés en France, et en même temps, vous réglez vos propres dettes de comment vous allez être dans la société française. Et tout ça est intimement normal. Et en même temps, comment vous n'allez pas choisir pour autant que des personnages issus du pays d'origine de vos parents? C'est pas si simple que ça. Parce que c'est tout le transfert qui se passe dans une république qui, par définition, est diverse. Que les gens sont pour ou contre, elle l'est. Je veux dire, c'est pas un sujet. Enfin, c'est pas un sujet en soi. C'est pas une grande thèse. Que certains ne le veulent pas qu'elle le soit, c'est un autre sujet. Le fait qu'elle le soit, c'est comment vous arrivez à passer du cap. Je choisis une personnalité qui est du pays d'origine de mes parents, je suis à peu près simple là, dans la dialectique, à je choisis une personnalité qui va aussi, dans sa diversité, avoir une valeur universelle. Waouh! Et là, on rentre dans le compliqué. On rentre dans le compliqué parce que pour digérer cet affect, cette manière de penser, il faut justement digérer toute cette diversité qu'il y a dans l'exposition et tout ce récit. À la fois, il faut donc convaincre ceux qui n'en sont pas issus, et c'est du boulot, de penser que non, la France, elle n'est pas en train de changer. Hein. Ça fait déjà 15 siècles qu'elle change. Et elle a toujours changé. Et justement, c'est ce qui fait la France. Mais comme ils n'ont pas forcément le background historique, ils regardent ça ou que Zemmour. Et comme ils écoutent que Zemmour et les livres de Zemmour, ils ont persuadé que tout s'effondre. Hein. Et donc leur logique est de perdre d'identité. Et ils pensent qu'aujourd'hui, le phénomène migratoire ou le phénomène de métissage dans la société est une notion qui, par définition, va diluer leur rapport identitaire et donc va leur faire perdre quelque chose. Donc déjà, il faut leur expliquer que c'est un petit peu plus complexe, la manière dont la société fonctionne, de raconter que certes, il y a du métissage, mais que ce métissage se fait sur des temps longs, première, deuxième, troisième génération, et puis qu'en plus, cette histoire, elle a toujours existé. Vous savez, quand vous racontez aux gens quand a commencé l'immigration maghrébine, les gens sont généralement sidérés d'apprendre que les premiers travailleurs immigrés algériens arrivent en 1906 sous contrat en France. Hein. Ce n'est pas après la guerre d'Algérie. Hein. Quand je vous demande à tous, là, quelqu'un peut me citer le nom d'un maire noir de Paris? Alors, je repose ma question pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Hein. Quelqu'un peut me citer le nom d'un maire noir, j'ai bien dit noir, hein, de Paris? Allez, je vous donne un indice, il était cubain. Puis il était vraiment noir. Hein. Heredia. Et ça remonte à quand? 130 ans. Il y a eu un maire noir à Paris. Donc pour ceux qui ont l'impression que l'immigration arrive de maintenant des Antilles, de la Caraïbe ou d'Afrique, c'est bien de rappeler qu'ils sont arrivés il y a très longtemps, puis qu'en plus, ils ont même été élus. Vous pouvez même rappeler, quelqu'un connaît le nom du premier député noir de la République? Il fallait aller voir l'expo, hein. D'avoir du boulot. Hein. Bellet, un des premiers députés, dont vous avez une très belle peinture, vous allez voir à l'entrée, que Diop a fait, il l'a transformé en joueur de foot, ce qui montre l'emblématique aussi d'avoir ces personnages. Et Bellet, c'est 1793. C'est pas d'aujourd'hui, cette histoire. Ça paraît banal, ce que je dis. Mais quand vous voulez casser les canons, c'est exactement comme pour tout à l'heure, quand je parlais de reconnaissance qui est liée à la connaissance. Quand vous voulez casser les stéréotypes, les appréhensions, les angoisses, les inquiétudes, vous devez aussi fonctionner là-dessus. C'est un
j'aime bien le dire avec humour, un grand penseur du présent qui disait l'autre jour, il s'appelle Omar Sy, quand il a fait le film Tirailleurs, et quelqu'un lui a posé la question, un journaliste, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à une histoire de 14-18 alors que vos parents sont arrivés dans les années 60-70 en France? Et Omar Sy a répondu cette chose que je trouve très intelligente, il dit peut-être que, parce qu'en tant que noir de France, mon récit, c'est pas depuis que je suis arrivé en France ou mes parents, et avant l'Afrique. C'est aussi l'héritage de ceux qui m'ont précédé et qui sont perçus comme je suis perçu. C'est très complexe. C'est intimement complexe parce qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre indirectement du stéréotype, du morphotype. On touche à quelque chose qui est de l'ordre de la perception. On touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'identitaire, à quelle communauté tu appartiens. On touche à quelque chose qui est comment l'autre me perçoit. Bah, s'il me perçoit comme noir, c'est de qu'est-ce qu'un noir dans la société française. Et d'un seul coup, c'est aussi quelque chose qui est un parcours qui est très personnel, pour un Omar Sy, mais pour d'autres. Et moi, je l'ai vu évoluer là-dessus en 15 ans, comme j'ai pu voir évoluer Lilian Thuram, qui était ici il y a 3 ans ensemble, quand on était là. C'est d'un seul coup d'aller gratter dans l'histoire des personnages qui nous donnent une légitimité sur ce territoire. Être légitime dans le pays dans lequel on vit. C'est très complexe. Vous êtes en permanence obligé de renvoyer aux autres votre propre parcours, mais aussi le parcours de ceux qui vous ont précédé. Vous y pouvez rien, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et pour les autres, tant qu'ils restent abrutis dans la méconnaissance et qui ne connaissent pas le récit passé, bah, ils sont persuadés que vous êtes illégitime sur ce territoire, puisqu'ils ne connaissent pas le célèbre Heredia. Je vous rassure, si on avait été au fin fond du Cantal et que j'avais posé la même question, personne ne connaissait Heredia, maire de Paris. C'est-à-dire qu'en plus, des deux côtés du miroir du récit, les gens ne connaissent pas les éléments clés qui font que ce pays, cette histoire-là, il le porte depuis 2 siècles et demi. Donc, vous voyez tout le travail qu'il y a à faire, qui est à la fois un travail de recueil, qui est un travail d'accompagnement des élus, qui est un travail culturel, de transmission des savoirs à travers des récits et de qualité et esthétique que des artistes se peuvent porter, ou des réalisateurs, ou des romanciers. Tout ce travail d'exposition. En fait, cette expo, elle va très souvent dans des lieux où les élus vont changer un nom de rue. Et elle ne sert pas juste à mettre des belles images, elle sert à expliquer à tous les gens qui habitent généralement dans la ville pourquoi on fait ça. Le pourquoi on fait ça. Ça nous paraît facile. Oui, il faut mettre de la diversité sur les murs, mais moi, je me fous de mettre de la diversité dans les noms de rue. Hein. La diversité pour la diversité ne sert à rien. Sinon, on garde Martin Luther King, on garde Rosa Parks et tout va bien. Ah non. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il n'est pas de dire « Ah, je connais 2 noirs et je vais mettre leur nom sur les noms de rue ». C'est pas ça le sujet. Le sujet, il est que dans le récit national, si on écoute bien comment la République fonctionne, la République doit rendre hommage à ceux qui ont bâti le récit national. C'est la matière dont la République fonctionne. Et on rend hommage à ceux qui nous ont précédés, qui ont fait l'état de ce pays. Donc il faut prendre la République au mot. Il lui dit, attends, Coco. Dans ton récit, il y a un tel, un tel, un tel. Moi, Mortenol, il m'intéresse parce qu'il a défendu Paris en tant que Guadeloupéen pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui en avait la responsabilité. Et d'un seul coup, même, je vais dire, les plus réacs, même les plus racistes, face à quelqu'un qui est mort pour la France, ou face à quelqu'un qui a donné son destin pour la France, ou quelqu'un qui a enregistré de sa culture la France. Parce que c'est facile, hein, regardez ce qu'était la culture yéyé. Si vous enlevez toutes les personnes issues de la diversité, bah, Claude François, il s'en va, déjà, mince, un étranger. Vous enlevez Dalida, ah mince, Dalida, je vais vous oublier. Si vous regardez tous ceux qui ont fait cette culture dite française, bah, si vous enlevez les Picasso, les Aznavour, les Dalida, les Claude François, il en reste plus beaucoup. Et d'un seul coup, vous questionnez aussi ce qu'est la culture française. Et puis si vous envoyez dans les lettres, vous faites la même chose. Puis si vous commencez à regratter le sport, on parle de sport, 2 minutes. Aujourd'hui, pourquoi les Mbappé sont des stars, mais vos grands-parents avaient Ben Barek comme star. Et Ben Barek, c'était la perle noire de Casablanca, c'était le plus grand joueur de foot à côté de Zidane. C'est le Zidane avant Zidane. Donc pour ceux qui sont passionnés de sport, allez voir ces noms. Allez voir aussi l'histoire de ce pays qui est des fois paradoxale. Dans cette expo, vous avez 2 Diagne. Raoul Diagne et Blaise Diagne. Blaise Diagne, premier député noir du Sénégal qui sera en charge du recrutement des tirailleurs sénégalais pendant la guerre en 1917-1918 et qui deviendra après sous-secrétaire d'État aux colonies et qui inaugurera, paradoxe de la France, l'exposition coloniale de 31, inaugurée par un noir. Il n'y a que la France pour faire ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et qui a un fils qui s'appelle Raoul Diagne. Et qui est Raoul Diagne? Pas du tout le fils prodige, parce que pour son père c'était une honte, le premier joueur noir en équipe de France de foot. Le récit français s'accroche là-dessus. Donc vous voyez, des personnages comme Diagne, vous pouvez aller puiser un Raoul pour inaugurer un stade de foot ou inaugurer une salle de sport. Et la manière dont on va en parler, la manière dont on va se mettre à raconter, la manière dont on va regarder son destin, vous pouvez aussi l'appeler Al Brown, ou, pour ceux qui adorent la boxe, Battling Siki, plus grand champion du monde
franco-sénégalais. Alors si je dis ça au Sénégal, je me fais décapiter parce que j'aurais dû dire sénégalais au Sénégal, franco-sénégalais en France, qui gagne en 1922 le championnat du monde. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a dans tous nos territoires, et pas simplement dans les territoires de l'élite, dans tous nos territoires, des personnalités qui vont répondre aussi à une demande sociale, à une attente. Parce que l'attente, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même en fonction du territoire où vous allez. Elle n'est pas la même si vous êtes dans un esprit de commémoration, par exemple, militaire, au moment des grandes commémorations militaires, où on a poussé à ce moment-là, rappelez-vous, les grandes commémorations du centenaire 14-18, à donner plus de plaques de rue à des tirailleurs sénégalais ou à des combattants qui étaient venus mourir pour la France. Et c'est logique dans ces moments de commémoration militaire. Puis là, on n'est pas dans les moments où le militaire, ça va le redevenir l'année prochaine, hein, où là, vous avez vu l'entrée d'une Joséphine Baker au Panthéon. C'est pas rien. Faire rentrer une chanteuse, femme, noire, en plus, qui défendait la lutte antiraciste au Panthéon. Et encore, il y a eu des tas de débats sur comment la présenter, parce que je rappelle qu'elle était à la marche de 63 à côté de Martin Luther King, et qu'en 66, elle est avec Castro pour la tricontinentale à Cuba, ce qui n'a pas fait d'ailleurs partie du discours d'intronisation de Joséphine Baker au Panthéon. C'est pas grave. Quelque part, notre monde change. Et donc, c'est comment on peut accompagner ce changement à travers aussi un espace public qui doit évoluer. Certes, certains vont trouver qu'il ne va pas assez vite dans son évolution, mais si vous écoutez ce que je vous dis depuis le début, vous ne pouvez pas arriver en affrontement tel des hussards dans une rue en disant « je débaptise telle rue et je remets une plaque ». Pourquoi ? Parce que si vous le faites à travers ce cheminement qui n'est pas un cheminement concerté avec les gens qui habitent dans un quartier ou les gens qui habitent dans une rue, vous les violentez. Et au lieu d'arriver à créer quelqu'un qui va questionner, qui peut être au départ un peu critiqué, vous allez tout de suite en faire quelqu'un qui va être imposé. On ne fait pas d'histoire en imposant les choses. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au contraire, il faut prendre les gens dans leurs propres contradictions. Comment ? Tu ne connais pas cette personnalité. Comment ? Tu ne connais pas son récit. Ah, tu ne savais pas qu'il était mort pour la France. Tu ne sais pas qu'il a chanté ça. Tu as oublié qu'il a écrit tel livre. Tu as oublié que dans le combat syndical, il a amené ça. Parce que Heredia, j'adore quand je dis genre, oui, mais alors ils me disent Heredia, est-ce qu'il a vraiment marqué l'histoire ? On est où ici ? Dans une bibliothèque ? C'est marrant, c'est l'homme qui a inventé les bibliothèques municipales en France. Tiens, au-delà d'être noir, il a fait des choses. Puis, il a été aussi le premier ministre noir de la République. Et l'un des premiers députés noirs. Et maire de cette ville, Paris. Quand vous mettez tout ça bout à bout, vous ne racontez pas son histoire que parce que simplement il était noir. Vous racontez sa part aussi dans sa lutte anti-boulangiste. Vous racontez sa part dans sa lutte contre les partis d'extrême droite à la fin du XIXe siècle. Ou sa lutte contre l'antisémitisme, qui était omniprésent dans les campagnes électorales. Vous racontez donc un personnage qui va trouver sa place dans le récit français. Et bien sûr, il a aussi cette place de symbole en termes de diversité. Vous voyez bien que tout le travail connaissance-reconnaissance, mise à disposition auprès des élus, transmission des savoirs, volonté d'aller aussi, des fois, aller affronter sur les territoires. Moi, ça m'a demandé d'aller, des fois, défendre devant un conseil municipal des choix. Alors, ce qui est drôle, c'est quand on vous pose la question, mais vous choisissez avec qui, monsieur Blanchard ? Je dis, attendez. Ça ne peut pas être moi qui choisis. Je comprends. Vous devez, à un moment, vous trancher, parce que c'est important, parce que vous allez devoir assumer devant vos administrés le choix que vous avez opéré. Et des fois, le choix n'est pas forcément facile, mais vous devez vous-même être capable de prendre des mots. Pourquoi vous prenez Halimi ? Pourquoi aujourd'hui Halimi fait débat pour savoir si ça doit rentrer au Panthéon ? Parce que la question coloniale n'est pas complètement digérée par la nation et par la République. Mais pourquoi celui qui aurait été inconcevable encore il y a quelques années, vous avez des grands résistants qui aujourd'hui vont rentrer, résistants issus de la MOI, de la main-d'œuvre étrangère, vont rentrer peut-être au Panthéon l'année prochaine. Alors qu'il y a 10-15 ans, les militaires n'auraient même pas imaginé ça. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est aussi une évolution parce qu'il y a une construction de l'espace de réflexion dans lequel on pense l'espace public. Et donc, on a affaire à quelque chose qui correspond à la manière dont on écrit l'histoire. Parce que l'histoire, vous en doutez bien, si vous commencez à mettre ces noms sur les murs, si vous commencez à faire que ces personnages rentrent dans le récit, on ne racontera pas l'histoire de la même façon demain dans les écoles. Parce que les élèves se lèveront et diront « Mais madame, je ne comprends pas dans votre cours, là, vous êtes en train de me parler de la Première Guerre mondiale et vous ne parlez pas de tel personnage très connu. Pourquoi vous ne parlez pas de l'émir Khaleb, le premier officier algérien, petit-fils d'Abdelkader, qui devient officier de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale ? Pourquoi vous ne racontez pas son destin, puisqu'il sera un des premiers nationalistes algériens, il sera d'ailleurs expulsé de France et devra vivre en Syrie jusqu'à la fin de ses jours, comme son grand-père d'ailleurs. Et donc, d'un seul coup, vous obligez aussi l'enseignant à ouvrir ce karma sur une histoire plus large. Tout simplement parce que ces personnages, même l'enseignant, dans la manière dont il a appris le récit, il n'a pas forcément eu des formateurs qui lui ont appris ce qui est de départ le sentiment d'être de la marge. Parce qu'encore aujourd'hui, l'outre-mer, les espaces coloniaux et l'immigration ne font pas partie du récit central de la nation. En fin de compte, ils sont encore à sa marge.
Ils forment les marches de ce récit. Ils ne constituent pas ce qui semble être des éléments structurants, pas plus que les autres, hein. Nos campagnes sont aussi importantes que l'immigration pour comprendre la France. La manière de raconter les immigrations intérieures, moi qui viens de Bretagne, je peux le dire, ça compte. Quand les Bretons arrivaient à Paris en 1930, ils étaient considérés comme les pires, la pire racaille de la Terre. Il y a des affiches contre les Bretons à Paris. Donc on a toujours été l'immigré de quelqu'un à un moment. Tout ça, il n'y en a pas une qui a plus de valeur que l'autre. Mais vous ne pouvez plus raconter le récit national, au moins sur les 2 derniers siècles, si vous n'intégrez pas l'immigration. Vous ne pouvez pas comprendre la France sur 4 siècles si vous ne racontez pas la colonisation. Vous ne pouvez pas comprendre les grandes batailles et les grandes guerres du XVIIe, XVIIIe si vous ne comprenez pas que c'est le sucre de Saint-Domingue qui permettait au roi de France de se payer une armée permanente en guerre. Tout ça, c'est simplement faire de l'histoire. Et vous ne comprenez pas la crise économique de 29, qui démarre 3 ans plus tard en France, si vous ne comprenez pas que la France a un empire. Parce qu'à force de mettre à la distance l'histoire coloniale, les Outre-mer et l'immigration, certes, on les enseigne aujourd'hui. C'est la grande différence avec les années 80-90. Mais ils sont toujours enseignés en périphérie. Ils sont enseignés à côté d'eux. Comme s'il y avait le récit et on va s'arrêter sur l'histoire des femmes, on va s'arrêter sur l'histoire de l'immigration. Oui, mais le fait de s'arrêter sur, ça veut dire qu'on n'en a pas parlé avant. Et donc, on a pu expliquer le récit national sans intégrer dans ce récit national ces personnalités. Donc, vous les placez de facto comme hors du système et de sa centralité. C'est pareil pour l'espace public. Vous considérez qu'il faut mettre un diversité, et quand c'est fait, vous n'allez pas me demander un deuxième. Ben non. Ben non, je suis désolé, monsieur le maire. C'est pas parce que vous avez une plaque avec un noir que le problème est réglé. Et c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas un problème de morale. Je me fous de la morale. Le sujet est un sujet de réalité de notre récit national. Et si un seul de mes 318 personnages était illégitime, j'aurais tort. J'aurais tort de l'avoir mis simplement par affect. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui ai décidé tout seul et qu'on était 18. C'est qu'à un moment, il faut accepter dans cette construction de changer, mais y compris nos paradigmes. Vous ne pouvez pas comprendre la France si vous ne pensez pas que l'histoire coloniale a été partie structurante de ce récit. C'est pas moi qui l'invente, c'est un petit bonhomme qui s'appelle Cartier qui va planter les drapeaux de la monarchie au fin fond du Saint-Laurent au Canada. Et ce jour-là commence, ça fait 5 siècles quasi. On était en 1534. Alors 1534, 1535, les historiens ne sont jamais d'accord. Quand commence vraiment l'histoire coloniale, à un an près. Et pareil, vous ne pouvez pas penser la France sans penser ses outre-mer. Elle fonctionne autrement que d'autres pays. Parce qu'on est un des rares pays au monde à avoir des outre-mer. Et vous ne pouvez pas penser que la France n'a pas été un pays d'immigration. Qu'après certains soient pour ou contre, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, dans la manière de raconter le récit, vous ne pouvez pas comprendre la révolution industrielle, vous ne pouvez pas comprendre les années 30, vous ne comprenez rien des années 50 et des 30 glorieuses si vous ne parlez pas d'immigration. Parce que c'est le substrat qui fait le récit. Tout ça, la manière dont on a pensé pendant très longtemps en France ces histoires parcellaires, soit on les a rendues invisibles, comme après les indépendances par exemple, pendant 30 ans, soit on les a mis à la marge, soit encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous avions conclu, quelques-uns d'entre nous, notre conversation avec l'équipe présidentielle. En même temps, vous ne pouvez pas considérer que ces histoires doivent rentrer dans l'espace public si vous ne considérez pas qu'elles doivent rentrer dans l'histoire et le grand récit national. Et en France, on a encore du mal. J'étais ce matin au musée de la Porte Dorée, le musée de l'immigration, qui a beaucoup de mal à avoir assez de moyens pour arriver à transmettre ces récits. Je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas un musée de l'esclavage dans ce pays, puisqu'il n'y en a qu'un seul, c'est à Pointe-à-Pitre, avec le Memorial Act, mais il n'y en a pas dans l'Hexagone, comme si seules les populations qui sont descendantes de l'histoire de l'esclavage doivent avoir un musée sur leur territoire. Et in fine, il n'y a toujours pas un musée d'histoire coloniale dans ce pays. Ce n'est pas évident pour un pays qui a 5 siècles d'histoire coloniale. On sera bientôt le dernier pays européen qui n'a pas de musée pour raconter ses histoires. Donc on voit que le contexte n'est pas si facile que ça. Et on est dans un temps politique où parler de l'autre dans sa diversité est un sujet politique. Parce que vous touchez à quelque chose qui est l'identité. Et l'identité, c'est intimement complexe. Et celui qui a la réponse absolue, je ne le connais pas, parce que même moi, je n'ai pas la réponse là-dessus. L'identité, c'est quelque chose de très complexe. Comment on se sent français, comment l'autre vous sent français. Les gens pensent que c'est uniquement affaire de morale et je suis généreux, j'accueille l'autre. Non, si c'était ça, on aurait réglé le problème depuis super longtemps de l'antiracisme, du racisme, des problèmes, de la xénophobie. Ça ne se passe pas comme ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut passer par des cheminements qui ne sont pas simplement la bonne morale. Il faut passer par des choses qui s'appellent de la connaissance, qui s'appellent de la normalisation, même de la banalisation du récit. Et de raconter ces histoires, de les transmettre, c'est pas juste se faire plaisir en tant qu'historien pour les raconter. C'est de faire à un moment que ces héros deviennent des héros. Parce qu'ils le sont. Ce que je viens de vous dire est presque ironique. Ils sont des héros, ils doivent devenir des héros, ils ne le sont pas encore. Comment vous faites que chacun puisse se sentir naturellement dans ce pays, dans ce propre pays qui est le sien? Eh bien, si vous n'avez pas des héros qui vous ressemblent, ça ne marche pas. Ça ne matche pas. Et les autres non plus, ça ne matche pas. Et je vais terminer par
juste un truc ironique, mais qui un jour m'a totalement fait prendre conscience de ça. J'étais au rendez-vous d'Histoire de Blois et on venait de faire un ouvrage qui s'appelait La France noire, qui racontait 3 siècles et demi de présence afro-antillaise en France. Et un jeune homme vient me voir et me dit bonjour, je voudrais votre ouvrage, Monsieur Blanchard, est-ce que vous pouvez me le dédicacer? Je lui dis oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et je le dédicace à qui? Il me dit à mes beaux-parents. Ça a vraiment simplifié mes dimanches à la maison quand même. Donc si vous pouvez leur dire que ça fait longtemps qu'on est là. Et c'est aussi simple que ça et aussi compliqué que ça. Cette transmission, ce récit partagé, il est très complexe à mener, mais il ne peut être, en fin de compte, comme je viens de vous l'expliquer pour ce petit cas, comment changer l'espace public? Et bien dans chacun des domaines, de la culture, de la citoyenneté, de la représentation politique, il est un mécanisme qui doit être à un moment quantifiable et qui doit se rentrer dans les cheminements de ce mécanisme. C'est exactement, comme je vais commencer par là, rappelez-vous, la place des femmes dans l'espace public au niveau des noms de rue. Ben, c'est la même chose. À partir du moment où vous ne vous posez pas la question, bah, le nombre de femmes était de 2%, puis elle est passée à 3, puis à 4, et puis il faudra, on le sait aujourd'hui, 45 ans en France, à ce rythme-là, pour qu'à un moment, il commence à y avoir une parité dans les noms de rue. Pour vous dire que ça ne va pas vite. Hein. Alors, je vous rassure, comme tu disais tout à l'heure, je travaille sur les Jeux Olympiques, ça tombe bien, il aura fallu 130 ans pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui participent aux Jeux Olympiques. Vous voyez, pour un sujet aussi débile que le sport. C'est débile, le sport. Courir, sauter, bondir, d'accord ? 130 ans de combat des femmes pour partir de zéro, parce qu'aux Jeux Olympiques de 1896, il n'y en avait aucune. Et en 2024, pour la première fois, il y aura autant d'hommes que de femmes. Il a fallu 130 ans. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est quand même pas facile de changer les paradigmes. Tout à fait. Et ça n'a changé que parce que les femmes ont pris le sujet en main. Hein, on est bien d'accord. Ça veut dire que vous voyez que les mécanismes, les structures, les édifices, l'espace public, qui est certainement l'édifice de nos citoyennetés communes le plus complexe. Un nom de rue, c'est complexe. Moi, quand j'ai des petites dames qui m'ont dit « Monsieur, je vis dans une rue Rémiti, j'arrive même pas à dire le nom de la rue », je dis « Madame, on va vous raconter qui était Rémiti. Et puis on va même vous montrer des images des concerts qu'on a fait. Puis on va vous dire la grande chanteuse que c'était. C'est elle qui a inventé le rail, par exemple. » Ce que je veux dire, c'est complexe. C'est complexe parce que vous cassez des paradigmes. Et quand on casse des paradigmes, il faut raconter des histoires aussi belles derrière pour que les gens aient envie de la partager avec vous. Merci de votre écoute et maintenant à vos questions. Merci, M. Blanchard, pour cette conférence passionnante sur la richesse du récit national français. Et je crois que la meilleure réponse au discours de haine qu'on entend de plus en plus ces derniers temps, c'est l'éducation et c'est l'histoire. Donc il faut aussi rendre hommage au travail des historiens et des historiennes et aussi parler de l'importance des départements de sciences humaines dans nos universités. Donc, si vous avez une question à poser, je vais vous donner le microphone pour que tout le monde puisse écouter la question et pour la captation vidéo. En principe, c'est la première question qui est la plus difficile à poser. Oh, je scotché, là. Il n'y en a même pas qui trouve qu'il manque un nom dans ce recueil. Alors, vous avez vous voyez, sur les côtés des panneaux, comme on n'a pas pu mettre 318 personnes dans une expo, c'est aberrant au niveau discursif et au niveau pédagogique de transmission. Il n'y a que 59 personnalités mises en exergue par une image et une biographie dans l'expo. Mais tous les noms figurent, vous voyez, sur les côtés droits là-bas, comme le panneau que vous avez là ou celui-là. Tous les noms des 318 figurent dessus. Et l'expo a pour vocation d'évoluer. Là, elle revient de Toulouse, où à Toulouse, on a rajouté 42 portraits de Toulousains. Et elle part à La Réunion. On est en train de travailler avec nos collègues de l'île de La Réunion pour qu'il y ait aussi des personnalités complémentaires qui rentrent. C'est fait aussi pour penser que chacun peut créer son panthéon visuel, virtuel, intellectuel et historique. Ça n'a rien de figé. Et 18 personnes n'ont pas forcément raison dans une pièce en ayant voté pour des noms. D'accord ? Donc on est conscient que il pourra s'ouvrir, c'est l'élasticité. Ce panthéon est fait pour être élastique. Donc il peut manquer des noms et je ne serais pas capable d'expliquer pourquoi certains n'ont pas été retenus, si c'était qu'ils n'ont pas eu la majorité. Enfin, la majorité est à 90%, ce qui est plus que la majorité. Surtout en ce moment avec les débats parlementaires, tout le monde rêverait d'avoir 90% au Parlement. J'ai peut-être une question pour vous, Pascal. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'en tant qu'historien, vous n'avez pas d'affect, mais si on laisse l'historien de côté pendant 2 secondes, on peut arrêter l'enregistrement si vous voulez. Et votre affect, donc, est-ce que vous avez une personnalité préférée dans moi j'en ai une. D'accord. Moi j'en ai une que j'adore, c'est Dohui. J'adore raconter cette histoire quand on me dit « Mais monsieur, de toute façon, si on gratte bien, il n'y a jamais eu un Asiatique qui a fait de l'histoire de France. » Ah, j'adore quand on me dit ça. Et là, tu commences à raconter ce... Et en plus, Dohui a un parcours de pur militaire. C'est-à-dire qu'il veut faire l'école d'officier. Alors déjà, les gens découvrent qu'il y avait des Asiatiques, des Africains, des Antillais, des Maghrébins dans les écoles d'officiers à la fin du 19e siècle en France. Donc déjà, c'est fantastique. Donc déjà, c'est un vrai plaisir à raconter.
Généralement, les gens les plus racistes sont les plus ignorants, hein, là-dessus. Ils prétendent connaître l'histoire de France, ils ne la connaissent pas. Il faut aller dans la connaissance pour raconter. Donc ce monsieur veut être officier français, il veut être dans l'armée française. Il s'y engage, il fait une formation, il fera la conquête du Maroc. On ne peut pas dire que c'est génial comme carte de visite, hein, avec l'armée française. Et oui, les guerres coloniales à ce moment-là, pardon. Et donc il s'engage dessus, et au Maroc, il va apprendre à piloter des avions. Et quand la guerre de 14 démarre, on cherche des pilotes d'aviation. Il n'y en a pas beaucoup. La France n'a pas... Enfin, 14-18, c'est vraiment le début de l'aviation pour tout le monde, hein. Donc on n'a pas beaucoup de pilotes. Et lui, c'est un des rares qui a un brevet de pilotage. Donc personne ne se pose de questions. On manque tellement de pilotes que dans ces cas-là, bah, même un Vietnamien est un bon pilote potentiel. À l'époque, on ne disait pas Vietnamien, on disait Annamite. Parce qu'il venait de l'Annam. Et qu'à l'époque, le Vietnam, comme vous le savez, n'existait pas. L'Indochine était répartie en 5 territoires, dont la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin. Et donc, il va s'engager, il va faire la guerre, il va se scratcher avec son avion. Après un combat, son avion va s'écraser au sol. Non, pas après un combat, après une observation des lignes ennemies, son avion se scratche. En gros, il est cassé de partout. Il décide de se réengager dans l'armée, non plus en aviateur parce qu'il est trop brisé pour le faire, mais en tant que soldat, et il meurt au front. Il sera enterré en Annam, je dis toujours parce qu'à l'époque c'est encore l'Annam, avec, je ne me souviens plus exactement de ce qui est écrit sur sa tombe, mais je crois que c'est mort pour son pays, l'Annam, mort pour sa patrie, la France. Voilà, j'adore ce personnage. Je ne me demandais pas pourquoi, je trouve ce petit bonhomme qui pilotait son avion à un moment où la France était à des années-lumière de se penser à ouvrir l'espace à l'autre, où 93% des populations qui vivaient dans l'Empire non blanches n'avaient pas le statut de citoyen. Je trouve ça extrêmement paradoxal à raconter, à dire cet homme est mort pour votre France d'aujourd'hui et vous ne le connaissez même pas son nom. Et comme en plus vous êtes persuadé que les Vietnamiens n'ont pas fait partie de l'histoire. Alors, juste pour tout le monde, petite autre boutade, l'armée française va recruter beaucoup de coloniaux pendant la Première Guerre mondiale. Et l'armée, c'est très mécanique dans sa tête. Ça pense un monde d'une manière extrêmement raciale. Un soldat sait faire ça parce qu'il vient de tel pays. Et les Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens, enfin Vietnamiens et Cambodgiens et Laotiens, on était vraiment persuadés, l'armée française était vraiment persuadée à l'époque qu'ils ne seraient pas des bons soldats. Et donc on va les envoyer d'abord dans les usines d'armement et dans les poudreries, parce qu'on se dit, ah ouais, ils font des pétards, ils font comme les Chinois, des feux d'artifice, donc on va les mettre dans les poudreries pour fabriquer des obus. Ou on va les envoyer pour peindre des pales d'avion parce qu'ils peignent des coques d'œufs dans leur pays. C'était la vision des Français quand ils sont arrivés. Quand vous voyez la défaite française à Bien Bien Phu en 1954, vous vous dites que les militaires français n'étaient pas d'une grande analyse de la capacité de certains soldats à se battre. Mais faire de l'histoire, c'est de ramener tous ces éléments-là, et je pense que ce Do Huy, dans notre récit commun, il casse tellement d'images reçues. Et celui qui avait raconté, on en a fait des petites pastilles de ça, et la première fois que j'ai raconté cette histoire de Do Huy, quand on faisait on sortait des pastilles de 2 minutes dessus, et je propose à pas mal de people de venir raconter un destin d'un personnage. Il y avait du Omar Sy, du Lilian, et je raconte cette histoire à Jamel Debbouze. Et Jamel, il me dit, ah, il est comme moi, il est tout petit, il rentrera jamais dans l'histoire, j'adore son récit. Et c'est Jamel, si vous allez ce soir, amusez-vous, allez sur les réseaux, sur YouTube, vous verrez le récit de Do Huy raconté par Jamel Debbouze. Il avait trouvé ce récit extraordinaire de ce petit bonhomme qui avait réussi à transcender l'histoire et qui avait réussi à imposer au monde de ne pas être à la place où on l'avait jugé où il devait être. Comme l'émir Khaleb, que j'aurais pu aussi signer. Car je trouve qu'il a aussi un destin, petit-fils d'Abdelkader, tout à fait incroyable et totalement oublié d'ailleurs dans l'histoire du nationalisme algérien, comme un des premiers fondateurs de celui-ci. Mais il y en a plein, sur 318, bon, j'aurais pu te chanter du Slimane Azem aussi. Et d'aller gratter, et j'en ai découvert en travaillant à la fois sur l'exposition d'ailleurs, et sur toi, je vois Djibaou, et là, j'aurais te dire que non, j'aurais pu aussi choisir Djibaou. Que certains m'ont dit qu'il n'était pas un bon Français. Je dis non, il n'est pas un mauvais Français. Il est Français. C'est pas à moi de juger si Manoukian, si Djibaou, si Mersel Eyadj, si l'émir Khaleb sont des bons ou des mauvais Français. Ils sont dans le récit national. Et de le considérer que quelqu'un est un bon ou un mauvais Français, rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée de René Maran tout à l'heure, ça, c'est pas un point de vue d'historien. Donc, à un moment, notre affect, si tu préfères, au moment de l'écriture, au moment des récits proposés, quand le vote avait été fait, il n'y a plus à le rentrer dedans. Au contraire. Par contre, on a une obligation, c'est dans toutes les bios qu'on a fait, d'être, même si l'objectivité est toujours très complexe, et on pourra en débattre pendant des heures, d'être le plus honnête possible du profil de nos personnages. Et oui, je le disais tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, une vingtaine ont dégagé quand on a eu les dossiers judiciaires. Dossiers de justice, qu'on ne connaissait pas forcément. Les travaux historiques n'avaient pas forcément mis à bas. Des grandes personnalités qu'on pensait fantastiques. Ah ben, quand vous regardez les dossiers judiciaires, c'est pas toujours fantastique. Et donc on les a retirés de notre sélection. Parce que nous ignorions en fait
leur parcours très personnel, qui n'était pas toujours aussi enjoué qu'on pouvait l'imaginer, dans la manière très, des fois, allégorique dont avait raconté leur destin, notamment dans leur rapport aux femmes et à leurs épouses. Voilà, c'est toujours l'intérêt, quand tu fais, bon, l'avantage, c'est quand tu fais un travail pour la présidence de la République, tu arrives à avoir beaucoup plus d'avantages pour consulter des dossiers juridiques, je viens vous le dire. Ça aide beaucoup, hein, c'est très efficace là-dessus. Donc, avez-vous des questions? Le micro arrive, on vous l'envoie. C'est une collègue historienne, Pascal. Ah, nul n'est parfait, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, d'abord, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, parce qu'au fond, est-ce que c'est pas finalement faire un pas de côté ou mettre de côté ces portraits en disant on ne prend pas ceux qui finalement, dans les dossiers judiciaires, juridiques, etc., judiciaires surtout, au fond, montre qu'il y a une aspérité. Parce qu'être français, c'est aussi avoir des aspérités. Enfin, être français ou autre, d'ailleurs, appartenir à une nation, c'est aussi avoir des aspérités. Et le but, c'est pas de chercher des héros et des héroïnes sans aspérité. Voilà. Donc, c'est une question. Hein. C'est une question sur... Et je vais y répondre. Merci. Et une autre question, c'est comment vous définissez le récit national? Et est-ce que vous n'avez pas aussi une approche critique de cette idée de récit national? Merci. Deux questions bien complexes, mais excellentes. Et la première, je vais vous répondre. La question, c'est pas savoir s'il y a des aspérités, c'est savoir si les personnes ont été condamnées, ou pas condamnées d'ailleurs, pour des choses qui sont dans leur parcours totalement en antinomie avec l'image qu'on peut avoir d'eux. Avoir frappé sa femme, je ne considère pas qu'on est un héros national. Et à l'époque, n'était pas forcément condamnable. Manoukian est dedans. Pourtant, Manoukian était condamné à mort. Mais c'est autre chose, c'est la résistance. Donc je ne prends pas quelqu'un parce qu'il a un dossier de justice. Je prends que quand dans son dossier de justice, il y a un acte délictueux. Par exemple, on a découvert que des personnages avaient eu des dossiers d'épuration et ils avaient été condamnés à la libération. En faire des héros, alors qu'ils ont été condamnés pour faire des... Vous voyez, là, on s'est dit, dans certains cas, on l'a reproposé à nos petits collègues, les 18, on a dit, avec ça comme un fond, on fait quoi? René Maran, on a gardé. Et pour des dossiers judiciaires, on a dit, on ne garde pas. Cet homme n'a pas un destin qui mérite d'être glorifié. Picasso, il y avait un vaste débat sur Picasso. Oui, allez-y. Ah oui, mais bien sûr. Mais sont-ils tous des héros? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Aznavour rentre dans la catégorie des héros. Il rentre comme peut-être une catégorie un autre mot que j'emploierais. Pour certains, ça peut être des héros. Dohui est un héros militaire. Le héros, pour moi, est très souvent un héros qui rentre dans la logique du militaria. J'emploie beaucoup plus souvent le mot de rôle modèle, de figure emblématique. Je l'ai employé pour Dohui parce que Dohui, c'est un militaire. Et c'est vrai que les militaires sont ça. Je ne dirais pas que de Slimane Hazen qu'il est un héros. Ça peut être un modèle. Ça peut être quelqu'un... Un joueur de foot, par exemple, c'est pas forcément un héros. Encore que pour certains, ils peuvent l'être. Que ce soit, alors par contre, des modèles absolus qui transcendent tout aujourd'hui pour la nouvelle génération, on le voit. Quand vous voyez les réseaux sociaux qui suivent à Mbappé, par exemple, est-ce qu'on peut l'appeler héros? Peut-être. On n'en est pas loin de l'idole. Vous voyez, l'idole, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qu'on va idolâtrer, qu'on va trouver facilement. En tout cas, dans notre catégorisation, on n'a pas cherché un mot unique pour les définir. Le mot qu'on a retenu, que vous lirez sur les textes, et que j'ai pris au début, c'est personnalité. Parce que syndicaliste, politique, artiste, littérature, les domaines sont tellement vastes que je pense qu'aucun mot ne va vraiment valider de manière définitive leur posture. Le récit national, ce qui n'est pas une affaire d'historien, vous le savez. Le récit national ne sert qu'à aider des gens à vivre ensemble. Le récit national, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais ça n'existe pas pour l'historien. C'est un truc inventé pour que les élèves se sentent français. Maintenant, si vous me posez à moi la question d'historien, ce que j'en pense, je dis, ouais, c'est une manière d'utiliser l'histoire pour fabriquer des citoyens. Ok, et il y a eu de très bons travaux qui ont été faits dessus. Je pense que là-dessus, on pourrait être d'accord tous les deux. Maintenant, si vous me posez une question très ambiguë, est-ce que je le conteste très souvent? Oui. Je conteste la manière dont le récit national se fabrique, parce que je considère qu'il a été fabriqué pour certains avec un modèle qui correspond qu'à certains, à un certain pouvoir, à une certaine manière d'écrire l'histoire, qui correspond à défendre la domination sur la société, d'abord des hommes, plutôt blancs, et plutôt comme moi, qui ont plus de 55 ans. En gros, je suis le modèle parfait et absolu. Mais il n'y a pas que ça dans le récit national. Il y a aussi des mythes. Et puis le récit national, quand on s'interroge, il a, dans ma bouche, ça va vous étonner,
avec tout ce que je viens de vous dire, en critiquant la non-place de la question coloniale, en considérant qu'il raconte, là aussi, il mythifie une forme de héros, la nation française qui se serait inventée presque de manière presque naturelle par rapport à ses frontières. Avec toutes ces critiques, est-ce que ça sert à quelque chose d'utile? Je pense que oui quand même. Parce que je pense aussi qu'à un moment, il faut un tronc commun pour que des gens aient envie de vivre ensemble. Sinon, par exemple, je serais antinomique à ce que je viens de vous présenter ici. Donc je suis totalement paradoxal sur la question. Je vous l'assume totalement. Enfin, je l'assume totalement et je le reconnais tout à fait. Je le critique, mais je pense qu'il est utile. Je trouve qu'il fonctionne mal, mais je pense qu'on en a besoin. Et je pense qu'il faut à un moment un tronc commun. Il faut une matrice qui fasse que des gens aient envie de vivre ensemble. On doit à la fois être très respectueux du récit très parcellaire de chacun, et qui est de plus en plus complexe dans sa cartographie. Mais on doit justement faire de plus en plus d'efforts pour arriver à leur donner de la respiration et ne pas les étouffer. On doit faire que chacun se sente pleinement et entièrement dans ce qu'il est, dans son parcours personnel, celui de ses parents, de ses grands-parents dans ce pays, mais en même temps, on doit créer du récit commun. Si on ne crée pas de récit commun, comment on vit ensemble? Donc je suis totalement paradoxal, je le reconnais, hein, mais je pense qu'il faut faire les deux, en fait. Il faut à la fois être très critique, et il ne faut pas complètement abandonner des matrices qui notamment permettent à des gens de se sentir français, ou de sentir que les autres sont français. C'est ce que je crois. Ne me dites pas que mon truc tient super bien la route, hein. Je pense qu'il a des points de faiblesse. Mais je le crois. Je crois véritablement qu'il faut tirer les deux ficelles, tout en étant très critique des deux. Par exemple, là, il y a tout le débat autour d'Halimi actuellement, qui est un vrai débat sur Halimi pour rentrer au Panthéon, que je trouve qui est un débat fondamental. Manoukian qui va y rentrer, normalement, bien sûr. L'année prochaine, tout un débat, et je ne vous livre pas quelque chose de secret, puisqu'on en parle beaucoup, peut-être de faire rentrer des tirailleurs, et pas forcément que sénégalais, c'est un autre débat, ça aussi. Vous voyez, par exemple, hein, c'est un très bon exercice qu'on est en train d'avoir tous les deux là-dessus. Là, il y a un débat qui existe. Faut-il rendre hommage à des combattants venus des Outre-mer et des espaces coloniaux? Vous voyez qu'il y a tout un débat. Le film de Omar Sy a accéléré le processus, mais il existe déjà depuis 5-6 années en France. Enfin, depuis les commémorations de 14-18. Faut-il faire rentrer au Panthéon des combattants des Outre-mer? Comme Hollande avait fait rentrer, rappelez-vous, 4 résistants. Enfin, 2 résistantes et 2 résistants lors de son mandat. Moi, je pense que oui. Mais là, se met à naître un débat où certains disent, bon, on va mettre un tirailleur sénégalais. Je dis, attendez, pourquoi on met un tirailleur sénégalais? Pourquoi uniquement un tirailleur sénégalais? Est-ce que le tirailleur sénégalais, on blamétise tout? C'est un problème de mauvaise conscience? C'est que d'un seul coup, on va régler, non, mais les combattants vietnamiens, les soldats qui viennent du Maghreb, les pieds noirs, les Antillais, les Polynésiens, les Kanaks. Pourquoi d'un seul coup? Parce qu'on aura cette sorte de mauvaise conscience en rapport avec l'Afrique. On devrait choisir d'une manière un tout petit peu, allez, on va dire, sorte de libération de cet hommage pour faire tourner la page coloniale, de faire entrer un tirailleur sénégalais au Panthéon. Je dis, attendez, il y a une limite qui est très ambiguë dans ce raisonnement-là, et je pense qu'au contraire, il faut vraiment réfléchir Et d'ailleurs, Hollande ayant fait rentrer 4 personnalités pour symboliser la résistance, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas 4 soldats, inconnus ou non d'ailleurs, qui est un des grands grâles dont on discutait dans le film de Omar Sy, de faire rentrer 4 personnalités des guerres? Parce que là, on fabrique à la fois de la reconnaissance collective et du récit national commun. Parce que si vous les faites rentrer au Panthéon, je contribue au récit national indubitablement avec ça. J'en fais des personnages auxquels la nation doit rendre hommage. Et le Panthéon, c'est d'abord ça. Et c'est un des éléments structurants du récit national. De les mettre au même niveau que les héros qui, avant, ne les reconnaissaient pas. Ils ont toujours été les mêmes. Même si au Mont-Valérien, vous avez aussi des combattants qui venaient des Outre-mer, qui ont été installés par le général de Gaulle au Mont-Valérien. C'est complexe. C'est complexe cette dualité parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature à l'inverse, que la mauvaise conscience ferait qu'il faudrait aujourd'hui choisir un tirailleur sénégalais pour arriver à régler notre dette coloniale, par exemple, ou faire un hommage surpondéré par rapport aux autres. Non. Non, je pense qu'il faut faire rentrer plusieurs personnes en même temps au Panthéon pour symboliser ceux qui se sont engagés dans les 2 guerres mondiales aux côtés de la France. Autre question? Oui. Alors, ok, bon, c'est bon là. Bon. Oui. Moi, c'est beaucoup moins profond comme question, mais c'est juste, vous avez dit qu'il y avait 250 noms de plaques depuis la sortie du recueil. Ouais, à peu près, oui. Est-ce que c'est 250 noms différents ou est-ce que c'est souvent les mêmes qui reviennent? Parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de faire rentrer des Aznavour et Dalida qui sont déjà en fait connus comme Aimé Césaire, qui sont déjà connus par la plupart des Français, qui sont acceptés comme étant français et des symboles de la France, que des gens que, entre guillemets, la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, est-ce que dans les 250, c'est la plupart, c'est toujours la même chose ou pas du tout? Non, pour 2 raisons. C'est plus différent que ce que vous pensez. D'abord, il y a une mode en ce moment, ce que je disais tout à l'heure, qui est liée à un déficit de place des femmes qui fait qu'il y a une surpondération des femmes. Halimi et Joséphine Baker ont le top 2 et le top 1. D'abord parce qu'on a beaucoup parlé d'Halimi,
et que c'est une manière aussi dans les territoires de contester le fait qu'elle ne rentre pas en Panthéon. Et Joséphine Baker, parce qu'il y a eu l'avant-Panthéon et l'après-Panthéon. Et que beaucoup d'écoliers, quand ils ont eu à réfléchir sur le nom de leur école, machin, le bâtiment public, le nom de Joséphine Baker est rentré maintenant tout à fait dans l'image. Et puis, elle fait une forme d'unanimité. C'est rare d'avoir des gens contre Joséphine Baker, si vous préférez. Donc voilà, elles sont plutôt en tête. Et puis comme après, vous avez aussi un intérêt territorial, c'est pas tellement le choix de la personne qui va compter en fonction des territoires, c'est ce que la personne a un rapport avec le territoire. Donc vous avez une plus grande diversité que vous croyez sur ces noms-là. Et sur 250, je dois avoir 150 noms différents. Donc il n'y a pas forcément un écrasement dessus. Puis Dohui est une exception. Par exemple, moi, je suis très content qu'il ait... Mais voilà, et dont une place à Paris. Au cœur de Paris, dans le 16e arrondissement, devant la maison de radio qui lui a été consacrée. Donc il y a aussi des phénomènes de Adiba, par exemple, qui a été un combattant résistant de la Seconde Guerre mondiale et qui a été tué par les nazis en 1943, après le film Les Patriotes qui lui a été consacré, a déclenché beaucoup de noms de rues qui ont porté son nom. Vous voyez, il y a aussi des phénomènes de mode qui ne vont pas être très longs d'ailleurs dessus. Non, il y a donc une plus grande diversité, parce que très souvent, les élus cherchent quand même un rapport au territoire. C'est très important à dire, parce qu'il faut aussi expliquer que on essaie de faire un coup double. Il est à la fois légitime pour ce qu'il symbolise et en plus, il est proche de notre récit sur le territoire. Donc, plus grande diversité. En fait, moi, c'est pas vraiment une question. C'est un moment de vie. C'est pour rebondir sur Joséphine Baker. Souvent, quand j'entends des gens parler de Joséphine Baker, il y a une espèce de fierté qu'une Noire aime autant la France. En fait, quand on vient, on va dire, des minorités, on est beaucoup plus accepté qu'on a montré cet amour à la France. Et moi, je voudrais savoir, en 2023, ce que ça veut dire aimer la France, parce que moi, je ne suis pas née en France, et je ne me pose pas tous les matins la question si j'aime la France ou pas. Mais je suis française, c'est comme ça. Mais dans toutes les personnalités que je vois autour de moi, il y a quand même... c'est quand même des gens qui ont montré, qui ont fait, excusez-moi du terme, patte blanche devant la France. Oui, mais Césaire, mais peut-être en questionnant si la... vous entend. Oui, je sais, pardon, excuse-moi. Mais peut-être en questionnant peut-être comment dire, le regard blanc français sur les noirs français, quelque part aussi, il exprimait aussi son amour de la France. Jamais on l'a... en essayant de la comprendre. Ce que je veux dire, c'est que moi qui suis plus toute jeune, j'ai toujours entendu que être français, c'est aimer la France, sauf qu'on n'est pas obligé de toujours dire qu'on aime la France pour se sentir français. Voilà. Et que j'étais à table une fois et la personnalité qui revenait en premier, c'était Joséphine Baker, parce que Joséphine Baker, excusez-moi du terme, une nègre qui est partie des États-Unis pour arriver en France et qui a exprimé son amour à la France, ça passe beaucoup plus que quelqu'un qui n'exprime pas d'avis sur la... Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer, mais c'est ça en fait que je veux questionner. C'est de savoir ce que c'est être français. Est-ce que être français, en venant d'une minorité, ça veut dire absolument dire j'aime la France et la France c'est fantastique, ou simplement vivre dans un pays, côtoyer toutes les ethnies, faire partie de la société française, étudier en France. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Vous interrogez quelque chose qui est intimement complexe et vous avez dans votre interrogation la réponse à la question que vous me posez. Vous voyez bien que Joséphine Baker, qui est un personnage complexe, je le disais tout à l'heure, rappelez-vous qu'à un moment je disais, elle a fait la tricontinentale avec Castro, elle était à la marche de Washington en 63, mais en même temps elle était gaulliste, elle fait la marche pour soutenir le général de Gaulle, elle est décorée de la nation en tant que résistante, et en plus elle a milité, parce qu'elle avait épousé, son premier mari était juif, elle avait milité à la LICA, ancêtre de la LICRA, contre l'antisémitisme. Donc elle a yoyoté. Et en fin de compte, dans l'histoire, elle est restée parce qu'elle a été résistante. Cette idée, et parce qu'elle a fait une chanson, c'est « J'ai deux pays, j'ai deux amours, mon pays et Paris ». Et donc, et qu'en même temps, elle considérait toujours, ce qui pouvait être entendu d'un côté, c'est que le racisme en France, et des jours, je n'ai jamais connu le racisme en France par rapport au racisme que j'ai connu en Amérique. Et donc, de faire cette... surtout après les voyages qu'elle a refait en 48 et en 52 aux États-Unis, cette histoire-là a fait qu'elle est rentrée, vous avez raison, avec cette idée de dire, elle a tellement dit qu'elle aimait la France qu'à un moment, elle a coché toutes les cases du fait qu'on l'aimait. Vous n'avez pas tort. Il est vrai qu'on a
dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui vient de l'ailleurs et qui va sans cesse dire qu'il aime la France, va plus facilement rentrer dans le panthéon collectif des imaginaires que celui qui ne le dit pas. Messaliade chez Fanon, comme je l'ai dit, quand j'ai amené les noms à l'Élysée, c'était moins fun. On m'a tout de suite dit, ouais, génial, super bonne idée. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que si vous écoutez les chansons de Slimane Azen, il vous dit qu'il aime la France, très honnêtement. Et il faut relire quand même Discours sur le colonialisme de Césaire, qui quand même tape un tout petit peu sur le colonialisme français et ce qu'était la société française et son racisme. Donc, je ne crois pas... je suis donc d'accord avec vous, apparemment, oui, c'est quelqu'un qui dit qu'il aime la France, et je suis comme vous, je ne me lève pas tous les matins en disant que j'aime la France. Hein. Rassurez-vous, j'ai autre chose à faire. Plein d'autres choses à faire, et chacun d'entre vous a autre chose à faire. La question, elle n'est pas tellement là. Elle est de dire à un moment, on a le droit de vivre dans un pays, d'avoir la nationalité de ce pays, et pas forcément partager une passion pour ce pays. C'est quelque chose de très individuel. Et en plus, quand des gens peuvent être binationaux, ce qui est le cas aujourd'hui de beaucoup, on peut aujourd'hui imaginer que la notion d'identité nationale, au moment où le concept même de nation explose, au moment où on vit dans une société de plus en plus mondialisée, il a perdu de son sens par rapport aux repères d'hier. Et donc on peut même imaginer que des gens ont la nationalité d'un pays sans pour autant être amoureux de ce pays. Je le conçois. Et personnellement, je ne m'en effraie pas. En même temps, on peut aussi aimer le pays dans lequel on vit. C'est pas anachronique non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, et on n'est pas obligé de le crier tous les matins et en prendre conscience tous les jours. C'est-à-dire que quand on réfléchit à la question, faire nation, vivre ensemble, c'est quand même aussi un choix à un moment. Pas un choix juste qui va rentrer comme le nationaliste, mais c'est mon gamin quand je vais au stade, enfin je dis mon gamin aujourd'hui, il a 25 ans, il me décapiterait là, il me dirait autre chose. Quand je l'emmenais au stade quand il était petit, il chantait la Marseillaise. Parce qu'il était au stade de foot et qu'il y avait un côté à un moment collectif. Et autrement, il n'a jamais pensé à la nation française, ça lui échappe complètement. Ce que je veux dire, c'est toutes ces questions-là, c'est compliqué de se sentir partie prenante d'une nation. Parce que personne ne le fait de la même manière. Et qu'il n'y a pas une règle absolue. Certains voudraient nous faire croire qu'ils ne sont pas français, ils n'aiment pas la France, donc de toute façon, la France ne pourra jamais les intégrer. N'oubliez pas qu'il y a ça dans la tête des gens. Comme vous n'envoyez pas une preuve d'être français et que vous aimez la France, c'est bien la preuve que vous ne serez jamais intégré, jamais de bons français. Donc c'est complexe. Est-ce qu'il faut renvoyer une image qui fait qu'on perçoit que votre intégration est réussie? Ou, si tant est que l'intégration existe. Et deuxièmement, est-ce qu'il faut rentrer dans ce schéma qui est un schéma opérationnel et qui fonctionne vers tous ceux qui vous rejettent? Vous voyez bien qu'ils n'aiment pas la France. Donc c'est complexe ce que vous êtes en train de dire. Et en même temps, à partir du moment où on vit dans un pays et que ce pays, on considère qu'il est le sien, je considère et qu'on œuvre à essayer de l'améliorer pour que le vivre ensemble soit, on va dire, plus cool, tout simplement, je pense qu'il faut quand même aimer ce pays pour arriver à le faire. Moi, j'aime mon pays, hein. Ça ne veut pas dire que je ne le critique pas, hein. Mais j'aime mon pays. Mais moi, c'est mon choix. Et je ne vous reproche pas d'avoir le vôtre, hein, attendez. Et en même temps, je pense que si on discutait pendant 4 heures, vous pourriez avoir votre manière d'aimer votre pays. Puis moi, j'ai la mienne. Justement, c'est tout le défaut qu'il y a, la différence qu'il y a entre des patriotes et des nationaux. Les nationalistes pensent un côté un peu exclusif. Les patriotes vont peut-être très souvent mettre en amont d'abord des valeurs. Par exemple, on pourrait discuter, vous et moi, des valeurs de la Révolution française, de la commune, de ce qui fait la liberté, de la démocratie, de ce qui fait le fait de pouvoir être une femme libre dans ce pays. Il n'y a pas quand même tant de pays que ça sur la Terre où on peut l'être. Petit détail. Peut-être qu'au bout de 2 heures de conversation, si on prenait 2-3 sujets, on arriverait à se mettre d'accord en disant « Ouais, c'est pas si mal que ça la France pour ça ». Et pour autant, la notion d'amour d'un pays, c'est très abstrait. Hein. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. En tout cas, mon pays, c'est la France. Moi, je n'ai pas de débat là-dessus. Je suis né ici, même si je suis breton. Et que dans ma famille, j'ai encore un beau-père qui parle breton quand il veut rappeler qu'il n'est pas totalement à 100% dans la République. Parce que les Bretons, je vous rappelle, on est la première langue que la République a interdite, en 1880. C'est complexe. Donc je suis français, mais aussi je suis breton. Je peux paraître très paradoxal, mais ça fait partie de mon identité. Autre question? Oui, donc merci beaucoup pour cette présentation, l'exposition. Donc tout d'abord, je voudrais juste faire un commentaire parce que j'ai bien suivi, moi je suis élue locale au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et donc j'ai bien suivi par exemple les choix de certaines personnalités comme Fatima Bédard à Estaing, qui est donc une victime locale de la violence policière du 18 octobre 61. Donc c'est juste un exemple qui rentre dans ces débats. Mais souvent, les choix sont faits aussi à partir de ce qui remonte de la population vers les conseils municipaux ou le conseil départemental. Donc il y a ceux qui remontent, pas forcément des historiens vers
les élus, mais surtout de la population, des citoyens envers les élus et des mouvements faits sur place. Après, donc, j'ai juste une question aussi. Ça concerne, là c'est l'historienne qui pose la question, ça concerne, parce que là, cette galerie de portraits de personnalités, est-ce qu'à côté aussi, est-ce que vous avez étudié des cas, des demandes d'indemnisation pour des personnes qui ont été victimes de l'État français, d'une violence dans différents contextes. Donc, est-ce qu'à côté de ces portraits, donc le fait d'avoir cette reconnaissance dans l'espace public, il y a aussi une reconnaissance financière, d'indemnisation, d'indemnité? Je pose cette question en tant qu'historienne du Brésil parce qu'on discute sur ce sujet donc dans cette dimension. Et après, j'ai encore une petite question dernière. Ça concerne les origines, parce que là, il y a l'histoire coloniale française, mais il y a aussi l'histoire de l'immigration en France. Donc, comment, pour vous, vous avez fait la part des choses dans les débats, comment ça ressortir, par exemple, des personnalités portugaises, donc issues de l'immigration portugaise en France, ou d'autres personnalités qui ne font pas partie de l'histoire coloniale, mais qui font une partie de l'histoire de l'immigration en France. Bon, je vais commencer par la dernière question. Grosso modo, si vous regardez l'ensemble de l'exposition, sur 318 personnages, il y a 144 pays différents aujourd'hui qui existent à l'ONU. Portugal, regardez là, vous savez qui? Kenzo, Japon. Romain Gary. Françoise Malé-Joris. Donc l'exposition est composée à peu près à 75% de personnes qui ne sont pas issues de l'histoire coloniale ultramarine. Ça veut dire que nous ne nous sommes pas posé la question comme ça. Quand on a dit c'est pas un problème de statut, c'est pas un problème de nationalité française, c'est pas un problème de soi-même, c'est les parents, la personne, c'est né hors des frontières. Ce qui oblige à penser complètement différemment la manière de dire c'est quoi un autre. C'est plus du juridique, c'est même pas que de l'historique. On a choisi le géographique. Ce qui nous a, d'ailleurs, on a eu un grand débat, est-ce qu'on met des Corses dedans, puisque j'avais dit hors hexagone. C'est un vrai sujet entre nous, hein. Est-ce qu'on met des Corses en considérant qu'ils rentrent dedans? Moi, je voulais mettre des Bretons ou des Corses. Bon, j'ai pas gagné du tout, parce que ça fait débat entre nous. Et à un moment, ça va être de ne pas se poser cette question-là. Ça, c'est pour la première question. Pour moi, le récit, il intègre tous ceux qui ont un cheminement de l'ailleurs vers l'hexagone et qui sont venus contribuer au récit français. Deuxièmement, la question qui est posée sur les indemnités, pour moi, elle n'a rien à voir avec ce travail-là. Elle est ailleurs. D'abord, travaillons sur le colonial, travaillons sur le retour des biens culturels. Notamment, moi, je travaille sur le retour des corps dans nos musées, utilisés par la science à l'époque coloniale, et qu'il y en a à peu près encore 18 000 dans nos musées. Comment on va rendre un jour ces corps aux CPIA? Où je travaille sur les commissions coloniales, Cameroun, Algérie, pour savoir comment on va ouvrir les archives qui sont des... Je travaille donc par définition sur les côtés d'indemnisation, de comment on va pouvoir indemniser les personnes qui ont directement été concernées ou pas, si je prends le cas de l'Algérie par exemple, sur les essais nucléaires. Donc c'est un autre sujet, je ne les mélange pas. Je ne les mélange pas parce que vous voyez, ils ne sont pas dans les mêmes registres. Parce que dans le cas là, vous êtes sur des cas individuels de personnes et que très souvent, le travail d'indemnisation, il est plutôt de l'ordre du collectif. Ça, pour quelques cas juridiques très particuliers. Je ne mélange pas les deux sujets. Je considère qu'ils ne sont pas sur le même registre. Venez de ma fenêtre. Je n'ai pas forcément raison, hein, mais je n'ai pas associé les deux approches. Et pour le premier point, vous avez entièrement raison. Mais il y a un tropisme dans ce que vous dites. Ceux qui militent et qui sont très pro-réactifs sur un territoire vont aller militer pour avoir un héros qui va leur ressembler ou qui va être la plaque issue de 20 ans ou 30 ans de combat. Et c'est légitime. Je viens de le faire à Toulouse, avec mes collègues là-bas. À Marseille, une plaque de rue d'un jeune colleur d'affiches qui a été tué par les colleurs d'affiches, pardon, un jeune qui a été comorien, qui a été tué par des membres du Front National à l'époque, colleur d'affiches, a eu sa plaque de rue, ce qui est fondamental. Mais vous êtes sur autre chose. Vous êtes sur cette fois-ci sur... C'est plus un hommage pour un parcours fait, c'est un hommage lié à un crime, lié à une violence, lié à une reconnaissance, presque, c'est une commémoration à l'envers. Vous savez, pendant très longtemps en France, on a commémoré les morts pour la France, les militaires. Maintenant, on commémore, dans ce type de choses, les morts à cause de la France. Là, c'est de rendre hommage à un crime et donc à le dénoncer. Ce n'est pas les mêmes types de plaques de rue. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas essentielles, elles sont essentielles, hein, mais elles n'ont pas la même valeur pédagogique. Elles sont dans une autre dimension. C'est l'hommage de l'histoire à quelqu'un qui a été victime de l'histoire. C'est des plaques liées à des victimes. Elles sont fondamentales, mais je ne les rentre pas dans mon registre. Nous nous sommes interdits d'avoir dans toute cette exposition
et dans tout le recueil qu'on a fait, des personnes qui auraient été choisies au nom de victimes de l'histoire. Nous n'avons pris des personnes qui n'étaient que des acteurs de l'histoire. Ça peut être tout à fait critiquable. Attendez, hein, c'est... non, mais j'ai pas dit... J'allais y venir. Certains ont fait de la prison. Manoukian. Vous pourriez considérer que Manoukian est une victime puisqu'il a été fusillé par les Allemands. Mais c'est pas parce qu'il est fusillé que je le propose. C'est pour son récit, c'est pour son engagement. Adiba, pareil, il finira pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans l'approche qui a été la nôtre, nous n'avons pas été chercher une victime du 17 octobre 61 tuée par la police, en considérant, sauf si elle avait eu un parcours extraordinaire avant, par exemple, et qu'on avait choisi ce destin-là. Les plaques sont nécessaires, que je ne dise pas, comprenez-moi bien, les plaques sont nécessaires pour rendre hommage aux victimes de l'histoire. Parce qu'elles commémorent, mais autre chose. Elles ne commémorent pas, quelque part, la même chose que ce que nous proposons là. Elles commémorent une autre chose qui est fondamentale, notamment de communautés qui sont oubliées sur les territoires, de communautés qui ont eu des personnes qui se sont battues, qui ont pu être des victimes dessus. Ça peut être aussi des personnes qui sont reconnues, peu connues dans le reste de la ville, mais qui dans un quartier sont très engagées. À Toulouse, c'est ce qu'ils ont fait en inaugurant une plaque de rue d'un acteur social qui, pendant 30 ans, s'est occupé des jeunes dans un quartier. Elles sont nécessaires, mais elles sont dans un autre registre. Mais elles font partie aussi, bien sûr, d'un tout, au final, de changer l'espace public. C'est aussi d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément été des gens très connus par rapport à leur métier. C'est nouveau, ça aussi. On commence maintenant à aller chercher des gens qui sont issus des milieux ouvriers. On commence à aller chercher des artisans. On commence à aller chercher des gens qui n'ont pas forcément œuvré dans la grande histoire, mais dans ce qu'on appelait à une époque la petite histoire, et qui me paraissent tout autant importants quand on va construire un chapelet du récit mémoriel autour de nous. Donc, je les valide, mais je ne les mets pas dans la même catégorie. D'ailleurs, la preuve, on pourrait faire le même registre sur des personnes qui vont symboliser des affres de l'histoire, ou des violences de l'histoire, ou des moments de brutalité de l'histoire, qui est une autre chose. Alors vous pourriez me dire, on aurait pu citer Djibaou, qui se fait tuer, après Ouvéa, mais Djibaou, je ne vais pas le chercher pour Ouvéa et l'histoire et le fait qu'il se fait tuer après, je raconte son histoire d'abord de personne qui a essayé de trouver au sein de la République française une juste reconnaissance du peuple kanak. C'est complexe, hein, et certainement que ma limite, elle est plus complexe que ça. Mais vous voyez, quand vous allez inaugurer une plaque de rue pour le 17 octobre 61, vous êtes dans un hommage et donc une dénonciation. Il y a cette part de dénoncer ce que la République a pu faire ou un crime de la police. Ce n'est pas la même chose que quand vous rendez hommage à quelqu'un pour son parcours. Je pense que le registre intellectuel, citoyen, presque intellectuellement parlant, ce n'est pas la même démarche dessus. Mais c'est ce que je pense. Hein. Attendez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir coup double. Ouais, vous avez raison. Ouais. Je vais arriver à faire des coups doubles, vous allez voir. On va mettre des doubles plaques. Peut-être les dernières. Il est... Oh non, on a encore 10 minutes. C'est bon, vas-y. Oui, on a encore 10 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors en fait j'avais oublié tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez, parce que là on est dans le 93 en soi, c'est acquis ici j'ai envie de dire, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que si on n'impose pas les choses, ça change à la campagne? Parce que ayant des origines en Auvergne et en Bretagne, c'est quand même très compliqué là-bas. Moi je sais que là-bas, au Cantal par exemple, ils voient un noir, mais qu'est-ce qui se passe? On va tous être remplacés, c'est horrible. Donc en fait, comment vous pensez dans la campagne, ça peut changer? Pour l'instant, ça me paraît un peu compliqué que ça change là tout de suite, quoi. Alors, d'abord, moi aussi, je suis un peu du Cantal comme vous, puisque je suis entre la Haute-Loire et le Cantal. Je suis entre Brioude et Massiac, donc je connais bien le pays où vous parlez, et breton aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison, pour 2 raisons essentielles. Pas forcément celles que vous pensez. C'est que dans les conseils municipaux, ou dans les populations qui vivent sur ces territoires, la demande du territoire, la demande des citoyens, la demande des gens qui y vivent, elle n'est pas encore vive, puisque par définition, très peu sont eux-mêmes issus de ces histoires. Donc il n'y a pas encore cette demande sociale. Et que très souvent, il y a même l'inverse qui se passe. Je vais vous donner 2 exemples de l'envers du décor de ce qu'on fait. Vous avez dû voir, je parlais tout à l'heure, de ce qui se passe chez Alliot à Perpignan. Il va y avoir une commémoration pro-AS de Pierre Sergent. Il y a encore sur les territoires aujourd'hui beaucoup de plaques qui sont inaugurées, de noms de rues sur l'Algérie française, la colonisation positive, des héros de l'OAS et compagnie. Ça dure. Dans le même temps qu'on inaugure nos plaques, ce phénomène continue. Pourquoi? Parce que bien souvent, des jeunes de la 3e génération issus de la culture pied-noir, quand ils rentrent dans les conseils municipaux, ils prennent la mémoire. OK? Parce qu'ils considèrent que leur responsabilité à eux, générationnelle, c'est de garder la mémoire de leurs grands-parents. Et le départ d'Algérie. Je résume, hein. Mais donc il faut se rendre compte que l'espace public n'est pas aussi neutre qu'on peut l'imaginer. Et que
quand il n'y a pas des populations locales pour aller pousser les élus, ou qu'il n'y a pas un élu qui a une prise de conscience sur la nécessité de ces enjeux, vous n'avez pas de demande sociale sur le territoire. Donc, s'il n'y a pas de demande sociale, s'il n'y a pas d'action militante, s'il n'y a pas véritablement une population issue elle-même de ces diversités sur le territoire, il est vrai que l'élu va être peu enclin à changer. Mais ce qu'on vient de se dire là, dans 15 ans, ce sera plus valable ça. Avec tous les urbains qui vont partir à la campagne. Moi, je le vois en Bretagne déjà, les questions commencent à se poser dans des villages, des petites villes à côté de chez moi, dans le Morbihan. Pourquoi ? Parce que le tissu social est en train de changer. Parce que le métissage du territoire se fait. Parce que tout simplement aussi, il se passe des choses avec des artistes qui viennent avec des propositions, que des œuvres d'art sont créées. Ça peut être le nom d'un carrefour avec une œuvre d'art. Il faut voir que c'est plus complexe qu'on peut imaginer. Et en même temps, j'avais cette conversation, puisqu'on parlait tout à l'heure de Bellay. Bellay, premier député noir, un des premiers députés noirs de la République sous la Révolution française. Bellay a été déporté par Napoléon Bonaparte à Belle-Île. Et j'avais une conversation avec des élus. Belle-Île, je leur dis, mais vous vous rendez compte ? Vous avez une des personnalités les plus connues de l'histoire de France, et vous n'avez rien. Et en fin de compte, aujourd'hui, ça change, parce que quelque part, ça a aussi prendre conscience qu'il y a une personnalité qui est connue à l'échelon national. Pourquoi ? Parce que ces territoires sont aussi maintenant en approche touristique. Donc attention, les cheminements des changements dans les territoires sont multiples. Et vous avez raison, ça bouge plus dans le 9-3 que ça va bouger dans le 4-1 ou dans le 3-6. Hein, c'est une évidence, parce que la demande territoriale n'est pas la même. Parce que l'hypersensibilisation des élus n'est pas la même. Parce que la composition des conseils municipaux, elle n'est pas la même. Et donc, à partir du moment où vous avez plus, je dirais, de liens avec ces récits du passé, vous êtes plus sensible à les faire soit aboutir, soit vous y opposer. Vous connaissez bien ce que je vous ai dit pour les villes du Sud ou du Nord par rapport à l'OS et l'Algérie française. Ils le font parce qu'ils considèrent que l'espace public est un endroit de combat. Et ce n'est pas un endroit neutre. Il y a un rapport de force dans l'espace public. J'espère que j'ai bien répondu. Mais quand vous irez redescendre en Auvergne, il va falloir aller voir vos élus là-bas et leur raconter une histoire. Alors, en même temps, je vais dire une boutade. Il faut que je rappelle son nom. Je suis en train de le chercher en même temps que je vous cause. Si un jour vous allez à Brioude, vous connaissez Brioude ? C'est pas tellement loin de chez vous. Vous allez vous perdre sur Brioude, et qui doit être la sous-préfecture, si ma mémoire est bonne. Dans Brioude, la rue principale des commerçants porte le nom, ça va me revenir au moment où je vais le dire, mais porte le nom de l'homme, c'est la seule ville en France qui a un nom de rue avec lui, porte le nom de l'homme qui s'est levé à l'Assemblée nationale, qui était député, ancien communard, et qui se lève quand Jules Ferry déclame en 1886 qu'il y aurait un droit des races supérieures sur les races inférieures. Et ce brave député se lève et dit à Ferry, vous osez dire cela dans le pays des droits de l'homme. Et il y a une seule rue qui porte son nom. C'est un petit blanc auvergnat dont je dois dire Jules Maigne. Voilà, Jules Maigne, seule rue en France. Et je trouve que ce monsieur mériterait de remplacer tous les Jules Ferry sur les écoles de France. Parce qu'il dit quelque chose ce jour-là qui est aussi les combats à l'interne de la République. Et il n'y en a qu'une. Le jour où vous perdez à Brioude, dans la rue commerçante, un jour de marché, allez-y le samedi, vous allez voir, c'est fantastique. Parce que vous vous dites, mais c'est qui ce monsieur ? Et d'un seul coup, il nous raconte qu'au moment où Ferry raconte cette phrase, tous les députés ne sont pas d'accord. Et il y en a un qui le dit à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un sacré communard, hein, le gars, quand vous voyez son parcours, un bon militant du 19e siècle. Je crois qu'il y avait madame qui... Oui. Alors, bonjour à tous. Moi, ma question, c'est, selon vous, le multiculturalisme, c'est l'union ou la division ? Parce que, par exemple, dans la culture orientale de mes parents, quand on est assimilé à la France, on y vit comme des traîtres. Donc, c'est bien d'inverser un peu les rôles aussi. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez, en fait, du multiculturalisme. Alors, dans le multiculturalisme, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qui est une réalité d'une société, qui vit avec des cultures différentes et qui, par définition, fait avec, bien ou mal d'ailleurs, hein. Mais la société américaine est une société multiculturelle. Et la société française est une société multiculturelle. Pourtant, elles ne se ressemblent pas du tout. On ne vit pas le multiculturalisme de la même manière. Puis après, il y a en faire une idéologie. Est-ce que considérer que le multiculturalisme ou le cosmopolitisme sont des idéaux en soi, des sociétés qu'il faut construire, des modèles de société idéale, je ne suis pas forcément, ou même l'antenne de ça, de dire qu'il faudrait protéger sa culture d'origine à la travers justement des sociétés qui voudraient vous diluer et vous faire perdre ce qui est votre identité. Je suis très complexe sur cette question-là, à l'appréhender d'une manière aussi simple et aussi basique avec une réponse unique. Nous vivons de toute façon des sociétés qui sont multiculturelles aujourd'hui. D'abord parce que notre environnement, puis votre génération, elle est encore plus que l'était la mienne. Encore que moi, vu où j'ai vécu, j'ai grandi en banlieue, après je suis arrivé à Paris dans le 20e. Dans ma classe, on était déjà dans une sorte de logique multiculturelle et issue des diversités.
ça va poser très peu de problèmes, et votre génération est déjà dans ce rythme-là. Après, il y en a qui ne l'acceptent pas, hein. Mais la multiculturalité, elle est autour de vous. Elle est autour de vous, dans les religions de vos voisins, dans vos histoires d'amour, dans la culture que vous écoutez en musique, dans ce que vous allez voir au cinéma, dans la manière dont vous pensez vos groupes de copines ou de copains. Vous êtes déjà dans les logiques multiculturelles. Dans ce que vous consommez en culture ou ce que vous mangez, vous êtes déjà dans les logiques multiculturelles. Et en plus, vous êtes mondialisé par rapport aux réseaux sociaux et par rapport au reste. Donc, de toute façon, je pense que ce modèle n'est même plus une notion de modèle, il est une notion d'environnement, à la fois mondial et national. Mais est-ce que c'est un modèle d'idéal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un idéal en soi. Moi, je ne prône pas le métissage, par exemple, comme une solution A. Je m'en fous totalement, ce n'est même pas un point de vue que j'ai. Et je peux comprendre que vos parents, par exemple, jouent sur quelque chose de très complexe. Et jusqu'où on doit perdre ce qu'on est quand on est arrivé, et jusqu'où on doit aller pour être perçu comme français. Parce qu'en plus, c'est un jeu, c'est le principe de l'élastique, hein. Ça ne se termine jamais, sauf quand l'élastique, il claque. Avant, il claque. Il vous claque à vous dans les doigts, parce que vous devez être des deux côtés du miroir. Idéal pour... Je me rappelle un jour, on était avec Lilian Thuram sur une conférence qu'on faisait à Rouen. Et au premier rang, vous êtes monsieur, il y avait un gamin qui avait un maillot de l'équipe d'Algérie. Mais alors, c'est de la prétention et vraiment de la provoque par rapport à Thuram, pendant toute la conférence. Et puis le mot il était là. Et il lui dit à un moment ce que vous avez dit comme mot. Et Lilian lui dit, mais pourquoi tu portes le maillot de l'équipe d'Algérie ? Il dit, parce que monsieur, tous les joueurs africains qui jouent en équipe de France, c'est des traîtres. En plus, il croyait que Thuram était africain, donc il a d'abord lui expliqué qu'il était guadeloupéen, c'était super compliqué. Hein. Mais c'était marrant, ce côté revendicatif de ce gamin, qui avait besoin d'exprimer ce côté, qu'il y ait une forme. Tu peux pas, ce qu'un peu madame disait tout à l'heure, quand on avait ce débat sur être français, ça va jusqu'où ? Et en même temps, comme il considérait que les autres ne le regardaient pas comme français, il avait besoin de dire à la France qu'il n'était pas français, donc algérien. Et à un moment, Lilian lui a dit, mais bon, alors donc tu suis l'équipe d'Algérie, tu la vois souvent au football, tu peux me citer dans des joueurs. Le mot m'était incapable de citer le moindre joueur de l'équipe d'Algérie. Mais ça provoque, elle voulait dire plein de choses. Elle voulait dire, vous ne me voulez pas comme français, ben moi je veux rester, même si je ne le suis plus, que j'ai jamais mis les pieds en Algérie, comme algérien. Tout ça est très complexe parce que être entre deux cultures, voire entre trois cultures, entre plusieurs mondes, en plusieurs écartements, dans une perception qui vous critique, et les parents qui quelque part souhaitent aussi que vous gardez votre identité, voire même que vous restiez quelque part presque dans un giron de contrôle là-dessus, c'est intimement complexe là-dessus. Et je ne pense pas qu'il y ait une réponse qui soit une réponse mécanique là-dessus. C'est un rapport de chacun au parcours qu'il a envie de faire dans la société. Madame expliquait très très bien tout à l'heure qu'on peut être français sans forcément dire tous les matins qu'on aime la France. Et en même temps, je n'ai pas de point de vue là-dessus. C'est son ressenti de chacun. Et l'écartement... Alors la troisième génération, on voit bien qu'en France, c'est beaucoup plus... On est quand même un des rares pays européens, juste pour vous donner les derniers chiffres là, qui sont sortis de l'étude qui a été faite, qui est assez brillante. En gros, on se rend compte qu'à la troisième génération, je vais l'expliquer simplement parce que sinon c'est très compliqué. Il n'y a que 15% des gens qui se marient avec un autre étranger quand ils sont eux-mêmes étrangers. Bon, je le redis, il n'y a que 15% des gens à la troisième génération qui se marient ou qui vivent en couple avec un étranger quand eux-mêmes sont issus de l'immigration. On est dans les pays où il y a le plus grand nombre de dilution des parcours migratoires dans la société, dans sa diversité. C'est-à-dire qu'au bout de la troisième génération, les gens ne vivent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement décrochés de leurs origines, hein, mais ils ne sont plus dans une contrainte. Et vous le savez comme moi, le mariage et la vie de couple est le premier truc. Et le deuxième sujet, c'est la religion. Généralement, on garde la religion de ses parents. Et aujourd'hui, on constate en France qu'à la troisième génération, là aussi, on est le pays européen où il y a le plus de gens qui ne gardent pas la religion de leurs grands-parents. Ce qui sont deux signes, non pas de perte de repères, mais de choix, de pouvoir choisir. Ce qui, dans une démocratie, est pour moi l'essentiel. Donc on peut s'éloigner de sa culture d'origine sans pour autant être en trahison. Parce qu'on a pu choisir, en tant que femme, par exemple, ou en tant qu'homme, en tant qu'une religion d'en prendre une autre, ou en tant que couple, d'aimer quelqu'un d'autre. Alors qu'il y a encore 1 ou 2 siècles, changer de religion, par exemple, c'était quasi une exception. Vous avez un infime pourcentage. Mais c'est complexe, vous posez quelque chose qui est lié à l'identité propre de chacun. Et comment on trouve son juste équilibre entre d'où on vient et ce qu'on est actuellement. C'est très complexe. Et pour moi, il n'y a pas de grille de lecture idéale, ni de profil idéal, en fait. Que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure en disant que c'est pas facile de fabriquer des héros pour tous, mais c'est l'objectif qu'il faut avoir. C'est quand on prend Aznavour, Aznavour peut être un héros bien au-delà des Arméniens, par rapport à son parcours. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je vois dans vos yeux une hésitation. Voilà, j'étais sûr. Hein. Comme j'étais mi-figue, mi-raisin, je pense que ma réponse est mi-figue, mi-raisin. Allez-y, dites-moi. Oui. Mais toutes les sociétés sont divisées. Citez-moi une société au monde où on n'est pas divisé. Le Japon. Je parle du Japon, comment la société japonaise...
Vous rigolez ou quoi? Citez-moi un pays où il n'y a pas de problème comme en France. Non mais, inversons. Il y a 197 pays à l'ONU. Citez-moi un pays où il n'y a pas, aujourd'hui, où il y a beaucoup moins de problèmes qu'en France pour les communautés de gens qui vivent. Bah dites-moi. Bah dites-moi-en un. Citez-moi-en un. Mais vous avez déjà été au Japon? Non mais attendez. Alors le Japon, c'est le pays le plus raciste du monde. Alors là, on va commencer tout de suite. Ah bah si, c'est le plus raciste du monde. Alors, je peux vous en parler pendant des heures. Ah bah oui, ils ont interdit les immigrés. Ils détestent les autres et les Coréens vivent dans les sous-quartiers. Il ne faut pas être noir au Japon. Je vous conseille de ne pas être noir au Japon. Si vous voulez vraiment passer un bon moment. Mais l'uniformité japonaise qui vous paraît être uniforme. Vous avez quand même compris que le Japon est le pays au monde où il y a le plus d'étudiants qui se suicident. Vous le savez. Parce que quand vous échouez dans votre parcours scolaire, vous êtes un rejet de la société. Vous savez que les vieux, par exemple, n'ont pas de retraite au Japon, ou très très peu. Donc sont entretenus par les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du turnover pour dormir la nuit. Vous avez déjà été à Tokyo? C'est la pire ville au monde. Alors en même temps, c'est la meilleure niveau culture, vous allez vous éclater, mais en termes de vie sociale, vous pleurez. Les hommes boivent jusqu'à 1h ou 2h du matin parce qu'ils ne peuvent pas rentrer plus tôt à la maison parce qu'il n'y a pas la place pour à la fois manger et dormir. Ils vivent dans des 27, 28, 40, 35 mètres carrés à 7 ou 8. Le Japon est une ville et un pays de dingue. De dingue où les gens sont complètement dans la manière de devoir ressembler à un modèle unique, sinon vous êtes considéré comme un marginal. Et les gens ne sont pas heureux. Le Japon, sur la grille du bonheur, santé, c'est possible. En même temps, quand on sait que c'est le Népal et le Bhoutan qui sont les 2 premiers pays au monde où être heureux, il faudrait vraiment être en altitude pour être heureux. Mais sur la grille du bonheur, le Japon est derrière la Mauritanie. Non mais ce que je veux dire, c'est pas un pays heureux. L'uniformité raciale, si vous prenez ces mots-là et qu'on est précis, vous et moi, là, ce qui n'est pas faux, parce que le Japon est un pays, il y a un très faible taux d'étrangers dans le pays, à part beaucoup de Coréens, qui est la seule communauté à peu près importante, c'est pas du tout un pays qui a une forme d'équilibre idéal. Et c'est d'ailleurs, quand vous regardez bien, beaucoup plus complexe que ça, la société japonaise. Je vous rappelle qu'il y a aussi au Japon des populations qui ne sont pas des populations nippones. Vous avez par exemple les Ainu, dans le nord, dont on a donné le droit de vote qu'en 1991, et qui sont pourtant depuis toujours dans le pays. C'est un pays où la question raciale n'est pas du tout neutre. Hein. Et la question sociale, j'en parle même pas. Donc je ne suis pas sûr que c'est... Mais allez au Japon. Ah oui, mais ça fait beaucoup quand vous enlevez tout ça quand même. Hein. Le droit des femmes, enfin, petit détail quand même. Hein. Les hommes qui battent leurs femmes. Enfin, le Japon, c'est un pays chaud quand même. Allez voir. Oui, alors la Corée du Nord, là, n'allez pas voir. Hein. non, je rigole. N'allez pas en Corée du Nord tout de suite. Non, mais allez les voir. C'est intéressant d'ailleurs de voyager sur ces questions-là. Et d'ailleurs, le Japon, juste pour tout le monde, le Japon a un point commun avec la France, parce que vous parliez de réparation tout à l'heure. Je vais vous surprendre dans ça. Le Japon est le pays le plus proche de la France pour penser son passé colonial. Ça paraît étonnant ce que je viens de dire. Vous savez que le Japon était la 2e puissance coloniale au monde, hein, a dépassé la France avec son empire. Et quand vous regardez la perception des Japonais de leur passé colonial, c'est comme nous avec la République. Nous, touchés au passé colonial en France et touchés à la République, à une mythologie, puisque nous aurions été aux colonies pour libérer. Et donc la République est bon enfant à ce regard-là, donc on ne considère pas que la colonisation est un acte négatif intrinsèquement dans la République. Et pour les Japonais, c'est pareil, c'est l'empereur. Et donc, et je rappelle une chose qui est très peu connue, tous les officiers de l'armée japonaise coloniale ont été formés dans les écoles militaires françaises à la fin du XIXe siècle. Et la conquête notamment de la Corée en 1910 est le modèle de la conquête de Madagascar qu'avait mis en place Gallieni. Le Japon et la France, c'est la même vision coloniale et la même vision post-coloniale du monde. C'est fascinant à travailler. Et quand vous allez faire des conférences au Japon sur ça, donc les Japonais détestent parler de leur histoire coloniale, hein, donc, ils n'en parlent pas d'ailleurs, c'est la meilleure manière de régler les problèmes. Par contre, quand vous parlez d'histoire coloniale française, c'est une très bonne manière pour eux de réfléchir sur leur propre pays. Et moi qui ai eu des livres traduits au Japon et été faire des conférences là-bas, c'est un sujet qui est fascinant toujours à aborder au Japon. Le Japon sera certainement un des derniers pays au monde à être capable de regarder son histoire en face, et notamment son histoire coloniale. Et je ne parle même pas du rapport. Vous savez bien les indemnités demandées par la Corée, notamment sur les femmes qui ont servi pour la prostitution des officiers comme de l'armée japonaise ou des essais chimiques en Mandchourie. Le Japon a vraiment tapé très très fort au colonial, hein, et d'une violence assez incroyable. Et aujourd'hui, les Japonais ont énormément de mal à regarder cette histoire. Et les Japonais, juste pour vous, on en parlait tout à l'heure, pour ceux qui ont vu l'histoire des zoos humains, est un des pays au monde qui a exhibé le plus d'étrangers dans ces zoos humains, dans les expos coloniales japonaises, pour fabriquer l'altérité du monde. Et comme les Japonais se sentaient supérieurs aux Blancs, ils ont même exhibé des Blancs, notamment à l'exposition d'Osaka, en considérant qu'ils étaient au-dessus de ça. La première race monde. En même temps, les Japonais se pensent blancs. C'est là où ça devient fascinant à discuter. Quand vous discutez avec des Japonais sur ces enjeux-là, c'est quelque chose qui est très très intéressant sur leur vision du monde. Dernière ?
dernière question. Ah bah, je pense. 17h05, vu qu'après il y a une interview avant de repartir. Oui, voilà, c'est vrai, on doit libérer M. Blanchard. Je vais poser la dernière question. Est-ce qu'il y a un deuxième recueil, au fait, ou est-ce que c'est le seul et l'unique celui-là? C'était prévu. Nous, on a dit qu'on ne le ferait pas, parce qu'on considère que c'est bien que ce soit une nouvelle équipe qui le fasse, avec de nouveaux chercheurs, une nouvelle équipe de scientifiques, d'intellectuels, un nouveau responsable dessus. D'abord parce que c'est totalement épuisant, que je pense que ma femme divorce si je refais un recueil en 5 mois, c'est très clair, et elle aura raison, et que je pense qu'il faut quelqu'un qui aura une autre approche que la nôtre, pour amener autre chose dedans. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie politique française depuis 2 ans, et je pense que c'est beaucoup moins prioritaire dans les priorités de la nation aujourd'hui. Dans les enjeux, les enjeux ont changé. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, c'était aussi la commission Stora qui se mettait en place sur la guerre d'Algérie, même si là, il vient d'y avoir la commission sur la guerre du Cameroun. Je le dis à tout le monde parce que ce n'est pas beaucoup connu là, mais depuis 15 jours, il y a une commission qui va être mise en place d'historiens et d'historiennes camerounaises et français sur l'histoire de la guerre du Cameroun. Alors la guerre du Cameroun, pour ceux qui pensent que les décolonisations en Afrique ont été pacifiques, je vous invite à aller regarder ça de près. Vous allez découvrir que l'histoire du Cameroun nous apprend beaucoup de choses sur le processus de décolonisation, et notamment l'une des plus longues guerres françaises et l'une des plus meurtrières au XXe siècle. Donc quand même, ça a changé. On sent que sur ces enjeux-là, il y a une moins grande volonté là. Et puis peut-être que ce recueil-là, faisant son travail aujourd'hui, il n'y a pas une hyper nécessité à rajouter une nouvelle liste. Cette liste continue à fonctionner, elle continue à être utilisée par les maires. Le processus est long. Je le disais tout à l'heure, de digestion des choses. Donc voilà, il n'y a pas forcément aujourd'hui une ordre, même si je m'entends très très bien avec le nouveau ministre de la Ville, Olivier Klein, qui est un ami avec qui on en a parlé. Je ne pense pas que c'est une priorité aujourd'hui de se dire qu'il y a besoin d'une deuxième liste. Je pense que cette première en plus. Et puis ce serait bien aussi, et ça c'est autre chose qui est en train de se passer, on voit qu'il y a des commissions intra-régionales qui se mettent en place. C'est-à-dire au niveau des régions, de réflexion sur des personnalités, sur une région type, avec un travail qui est fait. Et ça, c'est très nouveau. Je l'ai vu en Grande-Aquitaine, je le vois en Bourgogne-Franche-Comté, des travaux qui sont en train de se faire pour faire sortir des noms par territoire plutôt que par le national. Donc des noms qui viendraient plutôt du bas que par le haut. Voilà, en gros. Et en même temps, je ne suis pas aujourd'hui à... Je n'irai pas de dire, allez-y, mettez-en une deuxième en place, parce que je pense que le boulot de la première est loin d'avoir été fini. Enfin, quand je dis fini, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de demandes. On le voit bien sur l'expo qui tourne dans toute la France. Bah, après, chez toi, tu sais très bien qu'elle repart. Elle voyage, elle va partout, elle va suivre les inaugurations. Je suis à Fontenay-aux-Roses. J'ai un 15 jours de décalage entre l'inauguration de 3 plaques de rue et l'expo qui arrive dans 15 jours. Elle est après-demain, parce qu'il en existe plusieurs exemplaires. Hein. Il y a tout le monde. Elle est au CESE, parce qu'il y a une grande journée autour de la diversité au CESE. On la prête pour 24 heures avant qu'elle reparte à Voiron. Voilà, donc, et elle va, pour répondre à votre si, elle ne va pas que les endroits urbains. Ce que je trouve intéressant, vous voyez, elle va, je ne sais pas si vous connaissez Voiron à côté de Grenoble. On ne veut pas dire que ce soit non plus le super méga urbain. Bah, elle va à Voiron parce que sur ce territoire-là, il y a un travail à faire, justement, de prise de conscience. Et là, la demande, elle vient de gens qui dirigent des bibliothèques et des centres culturels qui veulent sensibiliser localement à ces enjeux-là. Et la font venir, ce n'est pas la mairie qui la fait venir, c'est vraiment l'équipe bibliothèque, centre culturel, médiathèque qui demande à ce que l'expo vienne pour sensibiliser à ces enjeux. Et on n'est pas, vous voyez, dans une zone où on va considérer, comme on le disait tout à l'heure, où c'est naturel ou évident qu'on se pose la question. Pas du tout. À Voiron, on ne se pose pas du tout la question. Hein. Mais alors, on a des années-lumière. Et c'est bien parce que c'est incitatif. Merci de votre écoute. Bonne fin de journée à tous et à toutes.